Bonjour à toutes et à tous, donc on est ravis de vous accueillir pour la deuxième session de formation du cycle qu'on a intitulé Demain notre Europe. Donc pour discuter à chaque fois d'une thématique par session en vue des élections européennes. La première session a eu lieu le mois dernier, on a eu la chance d'accueillir Damien Carême et Delphine Rouillot de l'association France Terre d'Asile pour discuter des problématiques migratoires en Europe. Et on a la chance aujourd'hui de pouvoir discuter des thématiques de justice sociale, justice environnementale et de l'écologie dans les quartiers populaires. Pour discuter, aujourd'hui nous avons trois super intervenants et intervenantes que sont Marie Toussaint, eurodéputée ELV depuis 2019. Nous avons aussi Amine Kiessassi, président de l'association Conscience. Et enfin, Justine Ripoll, qui est chargée de campagne chez Notre Affaire à tous, pour Notre Affaire à tous. Voilà. Ouais. J'en profite aussi pour saluer notre secrétaire départementale, Charlotte Nenner, tout ça s'inscrit dans un cycle de ELV Paris. Voilà, je fais les choses bien. Et en conclusion, on aura la chance aussi d'avoir Dan Lair, qui est adjoint écologiste à la maire de Paris, chargé notamment du plan climat. Voilà, donc l'idée de ce cycle, c'est de faire le pont entre les différentes échelles. Et sur cette question, le sujet il est particulièrement prégnant. Vous savez, je l'ai rappelé dans quelques éléments de communication, mais il y a plus de 230 personnes qui meurent prématurément de la pollution de l'air en Europe. En France, c'est environ 48 000 par an qui meurent prématurément. On vient d'adopter le PLU bioclimatique qui a un axe fort sur la santé environnementale à Paris. Il y a d'autres sujets. On travaille actuellement sur Paris à 50 degrés. Et on a vu, là, il y a eu des études récentes qui ont montré que les personnes de classe ouvrière avaient 3,6 fois plus de risque de mourir d'une canicule que les cadres. Donc c'est quand même des chiffres assez importants. Et enfin, et ça c'est des études plus nationales, on sait qu'il y a une forte disparité entre les responsables du dérèglement climatique et la population, puisque les 10% les plus aisés consomment l'équivalent de 50% de la consommation globale. Voilà, donc les éléments globalement sont ceux-ci, vous les avez, et donc lors de ce temps d'échange, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il était important de discuter de ces termes, de la justice climatique et des inégalités climatiques en réalité. Ce temps d'échange, il se fait aussi dans un contexte particulier, qui est celui de la mort d'un jeune cette semaine tué par la police. On a souhaité maintenir ce temps et aussi en montrer toute l'actualité et tous les liens avec la discussion ce soir. Donc un particulier merci à vous trois d'être présents et présentes. Pour commencer, peut-être là encore pour poser les termes du débat, une première question peut-être à Marie. Merci beaucoup d'être là. Donc je l'ai dit là, on n'est pas toutes et tous autant responsables, surtout pas tous autant responsables, puisque il y a aussi un gradient de genre dans les responsabilités, et on n'est pas toutes et tous autant exposés. Je pense que Justine et Amine vont pouvoir revenir sur chacune de ces deux versants, mais peut-être déjà poser le terme dans sa globalité. Et comme c'est un échange au niveau européen, je voulais savoir sur ces deux aspects, pas tous et tout autant responsables et pas tous et tout autant exposés, quel rôle du Parlement européen? Je crois que tu participes et que tu es même présidente d'un intergroupe sur la lutte contre la grande pauvreté. Il y a eu aussi des actualités européennes sur le sujet récemment, notamment avec toute la directive sur le devoir de vigilance. Donc c'était intéressant peut-être pour commencer la discussion et évoluer progressivement, de pouvoir poser le cadre européen en la matière. Donc à toi et merci encore. Merci Maxime, merci Camille, merci Charlotte et merci à toutes et tous d'être là. D'abord pour dire que la question de la justice environnementale et de la justice climatique, c'est un impensé en Europe. Et c'est pour ça qu'on a besoin des écologistes et qu'on a besoin d'écologistes absolument déterminés à porter cet enjeu de la justice. Ça refait effectivement le lien aussi avec évidemment l'actualité dans laquelle nous sommes en ce moment. La question de la justice environnementale et climatique, elle est absente tant d'un point de vue mondial que d'un point de vue interne. Et d'un point de vue mondial, si on
dézoome un petit peu de la question du pur CO2 et de la décarbonation, parce que je pense que par ailleurs Justine y reviendra un peu, mais pour prendre les limites planétaires dans leur ensemble, vous le savez, on a dépassé 6 des 9 limites planétaires. Il y a des chercheurs qui sont venus il n'y a pas longtemps en disant, en fait, on a regardé aussi ce qu'étaient des limites planétaires justes. Alors ils ont pris un certain nombre de facteurs, parce qu'après tout est démocratique, hein, tout doit être discuté démocratiquement, quel facteur de justice on prend, on adopte, mais enfin, voilà, ils ont dit, si on regarde sur les 8 limites planétaires justes qu'on a calculées, il y en a 7 qui sont déjà dépassées. Et ça veut dire quoi? Principalement, ça veut dire que quand on détruit la nature, quand on détruit le vivant, quand on dérègle le climat, quand on appauvrit l'eau douce, ben en fait, ça porte atteinte à la vie d'autrui. Et donc, c'est sur ça qu'ils sont partis. Et ils ont dit, on a 7 sur 8 qui sont dépassés. Je veux juste vous donner une indication, parce qu'il y a eu un travail quand même de l'Agence européenne de l'environnement sur ces limites planétaires. Et elles ont dit, mais en fait, globalement, on représente peu ou prou 8% de la population mondiale. Donc, quelque part, le droit de l'Union européenne de ponctionner sur ces limites planétaires, ce serait à peu près 8%. Sauf que si on prend l'indicateur maintien du niveau de vie, parce que dans les indicateurs de justice, il y a aussi cet indicateur-là, bah, du coup, on peut aller jusqu'à 12%. Parce qu'on a un niveau de vie supérieur à tout un tas de gens autour de la planète. Mais par contre, si on prend les indicateurs qui sont de l'ordre de la responsabilité historique et de la capacité par nos richesses à agir, alors on ne passe plus qu'à 4%. Et donc ça montre l'étendue du travail qu'on a à faire et ça résonne évidemment avec ce que sont en train de nous dire la droite dure et l'extrême droite et même parfois ça s'élargit beaucoup sur la gauche, que bah, la France c'est 1% des émissions et puis basta. Du coup on n'aurait rien à faire. Mais la réalité c'est qu'on fonctionne encore beaucoup trop si on voulait être dans un système mondial qui était socialement juste. Voilà. Et donc ça, c'est un impensé. Et quand on plaide pour la mise en place d'un traité environnemental qui fasse de la protection du vivant la norme des normes et qui remplace les objectifs de convergence budgétaire par des objectifs de convergence autour du respect des limites planétaires, eh ben, il faut aussi que ce soit juste. Il faut qu'on tienne compte de cette dimension. Bonjour Léa Balage. Léa et Léo, voilà. La deuxième chose, c'est en interne. Et en interne, on le voit à tous les égards, cette question de la justice climatique et environnementale, elle n'est pas traitée non plus. Je vous donnerai juste un exemple, parce qu'en plus on y reviendra, mais qui est l'exemple de la taxe carbone. Donc on a décidé qu'on mettrait en place un marché carbone, donc déjà c'est problématique, mais on pourra en reparler, pour que les entreprises puissent s'échanger des carbones dont le nombre se réduirait petit à petit. Je passe outre toute la spéculation sur ce marché, je passe outre le fait qu'en fait on ait donné des crédits à 90% des entreprises françaises qui étaient concernées et qu'en fait elles se sont fait de l'argent dessus plutôt que de réduire leurs émissions. Donc je passe outre tout ça et je dis quand même, aujourd'hui, ils ont décidé, les autres en Europe, donc pas nous, on a voté contre, d'ouvrir un nouveau marché carbone qui se poserait cette fois sur le transport et le bâtiment. C'est-à-dire les dépenses contraintes des gens. C'est-à-dire ce dont on a besoin pour aller au travail, parce qu'on peut traverser la rue pour trouver un travail, mais c'est pas la réalité de tout un tas de gens qui habitent dans ce pays, qui sont obligés de prendre leur voiture et d'aller toujours plus loin pour pouvoir aller travailler, et évidemment pour se chauffer l'hiver ou pour se refroidir l'été, pour prendre sa douche, pour pouvoir se faire à manger, allumer la lumière pour faire ses devoirs, etc., etc. Et donc on décide de mettre en place cette taxe carbone dès 2027, quand, j'en reviens quand même à cette question des quotas gratuits, des entreprises continueront à bénéficier des quotas gratuits jusqu'en 2034. Et donc on pense que l'action pour le climat, elle peut se passer comme ça, en passant outre toute considération de justice, mais du coup quand on passe outre toute considération de justice, on passe aussi outre toute considération d'efficacité, parce que les plus pollueurs ce sont les plus riches, et que du coup quand on met en place des mécanismes qui sont soit qui pèsent d'abord sur les plus pauvres, soit qui pèsent de manière indifférente sur tout le monde, et ben on n'est pas non plus dans l'efficacité climatique, et donc c'est une double faute, mais c'est pour ça qu'on est là et qu'on est utile, c'est pour renverser cette vision-là et faire en sorte que la question de la justice soit bien posée. Peut-être juste un mot en complément quand même sur l'intergroupe, parce que je pense que c'est important. Pardon. Alors je suis vice-présidente de l'intergroupe de lutte contre la grande pauvreté, et c'est vrai, j'essaie de faire vite parce que voilà, mais c'est vrai que donc cet intergroupe-là, il a été créé il y a longtemps, il s'appelle Intergroupe de lutte contre la pauvreté et pour les droits humains. Parce que, et on l'a reconnu en France il y a quand même quelques décennies, la misère, l'exclusion constitue une violation des droits humains.
Et donc cet intergroupe-là, il a vocation à faire vivre le débat autour de la grande pauvreté en Europe. C'est un intergroupe qui a fait des choses. En particulier, on a travaillé avec le rapporteur des Nations Unies, Olivier De Schutter, sur la question de la transition. Maintenant, je veux aussi dire, il y a aussi besoin d'efforts de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que on a tendance à appréhender la question de la lutte contre la pauvreté de manière sectorielle, et c'est en partie normal. On va aller chercher un revenu minimum, un salaire minimum, etc., etc. Il y a des fois on gagne, le plus souvent on perd, mais quand même des fois ça marche et ça avance. Mais on peine à créer, et ce qu'on a essayé de faire avec cet intergroupe, un endroit où on peut co-construire toutes les politiques publiques, les politiques environnementales, mais aussi les politiques d'accès aux droits, etc., avec les personnes en situation de pauvreté. Et en fait, c'est qu'en élaborant les politiques publiques avec les personnes en situation de pauvreté qu'on pourra garantir le fait qu'elles ne soient pas injustes et qu'elles tiennent bien compte de tout le monde. Voilà. Donc ça, on a essayé de le faire pas mal avec l'intergroupe. On aimerait que ce soit plus fort et surtout, on aimerait que ça devienne structurel et systémique. Mais il y a encore là aussi un peu de combat à mener. Comme évoqué précédemment, donc, nous ne sommes pas tous responsables de la même manière face à la pollution, etc. Est-ce qu'il y a des associations du coup, qui visent à rétablir ça ? Transition. Est-ce que tu pourrais nous présenter donc, du coup, les missions de Notre Affaire à tous et les principales actions qui ont pu être menées ou qui sont en cours contre les plus gros pollueurs? Et je crois même qu'il y a une victoire, grosse victoire très récente qui date de cette semaine. Je te laisse, Déjà, je parle aussi sous le contrôle de Marie. C'est la première fois que ça m'arrive, donc vous avez ça en caméra. N'hésite pas à compléter aussi. Si là tu me demandes de faire l'historique de Notre Affaire à tous à côté de quelqu'un qui l'a fondé, c'est un exercice particulier. Du coup, effectivement, pour partir sur le constat aussi un peu de tous, pas tous aussi responsables, j'ai l'impression que Notre Affaire à tous, au-delà de se poser la question qui est déjà une question à part entière, de pourquoi le droit peut être un outil à la fois complémentaire, mais en fait vraiment nécessaire aussi de la transition écologique, il y avait cette intuition de transition juste. Et de dire, quand on parle de responsabilité, on parle aussi du fait qu'il y a certains acteurs qui ont finalement un peu la main sur les leviers de changement, beaucoup plus que d'autres. Et donc, c'est plutôt eux qu'on va devoir viser pour essayer d'enclencher la transition. Une anecdote que moi j'aime beaucoup quand je raconte l'histoire de l'affaire du siècle, c'est le fait que ça a quand même été lancé au moment de la crise des Gilets jaunes. Et je trouve que c'est particulièrement significatif de se dire qu'à ce moment-là, ça a forcément créé des débats. Est-ce que c'était pertinent de lancer une action en justice contre l'État français pour des questions climatiques, alors qu'une mesure qui était censée être climatique créait autant de débats, de violences dans le pays? Et l'instinct aussi de dire, en fait non, c'est le meilleur moment de dire que c'est pas comme ça que la transition doit s'opérer et que c'est plutôt les principaux responsables, donc l'État, qui va devoir porter cette charge et le faire de la manière la plus juste possible et donc pas de cette manière-là. Et c'est pour ça aussi que du coup Notre Affaire à tous dans ses activités, au-delà de cibler l'État français, très rapidement s'est posé la question des gros pollueurs du côté acteurs privés. Et donc très rapidement, si on se dit quels sont parmi les acteurs privés ceux qui ont le plus de poids sur comment va se passer la transition énergétique et quels sont ceux qu'on va devoir finalement amener à changer le plus rapidement pour que ça découle de manière juste dans la société, on se retrouve avec effectivement le secteur de l'énergie et donc Total. Mais après, voilà, ils se sont posés cette question-là un peu sur secteur par secteur et le but, c'est à chaque fois, bien sûr, de faire bouger un acteur qui est parmi les plus responsables, mais d'inscrire aussi, via la jurisprudence, via les débats publics que ça peut créer tout le long du procès, le fait que justement, c'est ces gens-là qui ont la capacité de changer les choses, que s'ils ne le font pas, ils sont en responsabilité aussi devant les tribunaux. Donc, je ne vais pas résumer toutes les actions en justice de Notre Affaire à tous, mais à chaque fois, on trouve cette composante de dire on n'attaque pas un acteur au hasard, on attaque un acteur parce qu'on cible un problème avant tout et que c'est le principal représentant en France de ce problème. Donc il peut y avoir la question de notre participation, même indirecte, même inconsciente dans la déforestation en Amazonie. Et donc du coup, on a ciblé le groupe Casino, justement, qui se source en Amérique du Sud auprès de fermes, d'abattoirs qui pratiquent la déforestation illégale de l'Amazonie. Et donc, eux, après, ils mettent cette viande-là dans les étals de leur supermarché. C'est une compagnie française. On a une responsabilité aussi des tribunaux français à ne pas laisser des pratiques qu'on trouverait inacceptables en France
se passer en notre nom à l'autre bout de la planète. Et après, le but, c'est vraiment à chaque fois, effectivement, de penser la responsabilité. Donc, si on repart du cas de Total, l'enjeu après, c'était de se dire comment on coupe les vivres de Total, comment on met une responsabilité aussi sur des acteurs financiers qui ont, encore une fois, une responsabilité au sens de capacité d'action qui est énorme et qui, à l'heure actuelle, n'est pas du tout en ligne ni avec la transition climatique, écologique, mais qui n'est même pas en ligne avec le droit et donc, en fait, la légalité. Merci beaucoup. Et sur la victoire, peut-être pour transcrire la victoire de cette semaine. Du coup, cette semaine, c'est encore un autre joli dossier, mais il y en a plein, on pourra vraiment en parler pendant une heure. C'était du coup l'idée de faire ce qui avait été fait avec l'affaire du siècle, sur des enjeux de protection de la biodiversité, mais en pensant aussi le fait d'attaquer l'État français pour sa participation dans l'effondrement de la biodiversité, via une des principales causes de cet effondrement qui sont les pesticides, dans le contexte où on sait que l'État français ne respecte pas ses plans de réduction des pesticides depuis des années, qui repousse les objectifs et que même les objectifs futurs, personne n'est dupe, ils ne seront pas atteints. Et ça avait deux vocations. Effectivement, de porter le fait que climat et biodiversité, c'était quand même des enjeux qu'il allait falloir commencer à penser ensemble, pas juste penser la transition climatique avec des œillères sur tout le reste, comme Marie a pu le rappeler. Aussi de combler ce qui avait pu être des failles de l'affaire du siècle d'une certaine manière, c'est-à-dire proposer dès le départ aussi des solutions aux juges pour que les ministères agissent. Et sur la question des pesticides, la solution, elle était toute donnée, c'était le fait de revoir le processus d'homologation des pesticides, donc la manière dont on évalue et on autorise les pesticides en France, et considérer que si ce processus était en fait juste simplement au niveau de la science actuelle, la plupart des pesticides ne passeraient plus la barre des autorisations, et donc on commencerait à avoir une vraie contrainte sur le fait de développer des alternatives, etc. Et donc hier, ce qui s'est passé, c'est que le tribunal nous a donné raison sur, on va dire, 99% de ce qu'on demandait et de ce que je viens de dire, mais il ne nous a pas suivis sur la partie justement de faire le lien entre les défaillances qu'il a constatées dans les processus d'évaluation, le préjudice écologique qui est résulté de l'utilisation massive de pesticides. Il n'a pas voulu faire le lien entre les deux et dire c'est à cause de processus d'homologation qui ne sont pas au niveau qu'on a ce problème de préjudice écologique et finalement de diffusion massive des pesticides dans le sol, l'air et l'eau. Et donc c'est pour ça qu'on est satisfait de cette décision parce qu'elle est historique, mais on n'a plus envie de laisser cette marge de manœuvre au ministère, on n'a plus envie de laisser même ce temps de délai, et donc on se questionne vraiment sur comment, dès maintenant, peut-être on fait appel juste sur ce point-là pour réussir à montrer le lien évident entre les deux, puisqu'il existe, il est dans plein de rapports, et comment on peut aussi saisir par exemple le Conseil d'État pour accélérer cette prise de position des tribunaux sur le fait que la solution elle est évidente et qu'il n'y en aura pas d'autre qui va tomber du ciel. Merci beaucoup. Peut-être une question à Annie, du coup. Déjà, merci beaucoup d'être là. Donc, comme l'a dit Camille tout à l'heure, tu as monté une association, je ne sais pas quel âge tu avais, mais je pense que tu avais 18 ans ou 17 ans. J'avais 16 ans. Tu avais 16 ans, donc voilà. Une association, alors peut-être que tu pourras rapidement en parler, donc l'association Conscience, je crois qu'au début elle s'appelait Conscience écologique, c'est ça que tu m'as dit, qui maintenant s'appelle Conscience. Et donc moi je t'ai découvert parce que tu as eu plein de reconnaissances voilà, parmi les jeunes, et aujourd'hui aussi je t'ai vu sur TikTok quand tu as interpellé Macron il y a quelques mois, c'est arrivé 6 mois après, mais c'est pas grave. Et du coup voilà, t'interroger sur deux choses. La première chose c'est donc sur le côté pas toutes et tous aussi exposés au dérèglement climatique, et donc on sait que les habitants et les habitants des quartiers populaires sont surexposés en réalité au dérèglement climatique, et donc peut-être t'entendre sur l'association là-dessus, et aussi sur peut-être sur la semaine. Alors ça fait beaucoup de choses, mais cette semaine il y a donc Emmanuel Macron, notre président, qui est venu à Marseille initialement pour 3 jours. Je ne sais pas s'il est resté les 3 jours en raison des faits, mais comment ? Malheureusement oui, il est resté les 3 jours. Et donc il y a, voilà, parce qu'il fait le plan, le plan Marseille en grand. Donc voilà, donc tu l'avais interpellé la première fois, peut-être que tu peux nous faire un update de ce qui s'est passé, de ce qui ne s'est pas passé, notamment sur le front du climat. Déjà merci à vous d'être là ce soir, merci pour votre invitation, et effectivement il y a un peu plus de 3 ans j'ai fondé une asso qui s'appelle Conscience.
qui s'appelait Conscience écologique, et l'objectif initial c'était de mobiliser des jeunes des quartiers populaires et d'expliquer que personne ne pouvait réfléchir à notre place parce que personne ne pouvait vivre ce que nous on vivait quotidiennement dans nos cités, et surtout lorsqu'il s'agissait d'impact écologique. Et donc on expliquait aux jeunes des quartiers populaires que l'écologie c'était pas si loin que nous au final, et que l'écologie c'est vraiment ce qu'il y a autour de nous tous les jours, c'est la propreté de nos cités, c'est l'état de nos bâtiments, la rénovation thermique de nos immeubles, le fait que l'hiver on a beau mettre des chauffages à 40 degrés, à 60 degrés, à 80 degrés, il fait quand même frais parce que les fenêtres sont toutes cassées, parce que les bâtiments ne sont pas isolés, et donc du coup on a mobilisé des jeunes sur ça, et initialement on faisait des opérations de nettoyage dans les quartiers, et on essayait de sensibiliser les habitants à l'écologie, les sensibiliser à la propreté de nos cités, et expliquer que ça avait un impact concret sur notre vie, tant sur l'aspect environnemental que sur l'aspect de notre vie quotidienne, parce que ça avait un impact sur comment on voyait notre cité, ça avait un impact sur le niveau de violence aussi qu'on connaît dans nos cités, parce qu'on explique que tant qu'on ne vit pas dans un environnement sain, quand notre cité est marquée par la violence, est marquée par l'insalubrité, est marquée par tous ces nuisibles qu'on connaît, ça donne les situations et les émeutes qu'on peut connaître aujourd'hui. Et après on a pris une autre tournée où on a expliqué que l'écologie seule ça rimait à rien, et que le social seul ça ne rimait à rien, et que tant qu'on n'arrivait pas à créer une convergence entre les deux, la peine elle était perdue. Et ce qu'on expliquait aux jeunes, c'est que si on se bat pour le social, si on se bat pour les êtres humains, pour faire en sorte que les humains ils puissent mieux manger, que les humains ils puissent mieux vivre, que les jeunes des quartiers populaires ils aient plus de chances et plus de perspectives d'avenir, il faut aussi se battre pour l'environnement, et ça ne peut que passer par la transition écologique, et vice versa, la transition écologique elle ne peut passer que si les quartiers populaires y sont, que si les quartiers populaires en font partie. Et donc depuis près de 3 ans maintenant, on mène tout un tas d'actions sociales de proximité, où on aide, donc aujourd'hui on est présent sur 35 villes de France, on est une asso nationale, et donc on accompagne des familles tant sur l'aide alimentaire, on leur propose de bénéficier de colis alimentaires, et autour de ces colis alimentaires on propose de faire des ateliers sur comment mieux manger, comment se nourrir, comment manger bio, manger du local, etc. Et puis à côté de ça, on continue de mener nos opérations de nettoyage dans les quartiers populaires, et on a tout un tas d'actions sociales sur l'insertion professionnelle des jeunes, parce qu'on est convaincu que si demain on veut que cette violence elle s'arrête, que si demain on veut que les quartiers soient plus justes, il faut que les jeunes aient un emploi. Et donc on a besoin de la transition écologique pour créer de l'emploi aussi, et pour permettre à ces jeunes de s'en sortir. Et aujourd'hui c'est ce qu'on fait comme action dans l'association. J'ai été très très synthétique. Ouais, c'était parfait. Et sur Marseille, peut-être, je ne sais pas si tu as un regard là sur cette semaine. Et donc pour revenir sur le deuxième point, sur qu'on n'est pas tous exposés de la même façon. Effectivement, quand dans les quartiers populaires, on a des gens qui, sont soucieux de comment ils vont finir leur mois, qui sont soucieux de leur état de santé, parce que la précarité fait que on se soucie pas forcément de son état de santé, mais plutôt de comment on va finir le mois, comment on va payer le loyer le mois prochain, comment on va se nourrir à la fin du mois, comment nos parents vont nourrir les 6 enfants dès la 3e semaine du mois. Et donc ça pousse justement à ce qu'on soit les premières victimes de ces désastres écologiques. Et par exemple sur Marseille, on est une ville qui effectivement est en port marin, où on a une belle côte, on a la plage, c'est pas ce que vous avez à Paris, mais nous on l'a, et ça nous pousse quand même des problèmes, parce que pendant des années le port maritime, qui est le premier port maritime de France, était plutôt en dehors de la ville, et là il se rapproche de plus en plus de nos quartiers, et on a notamment le port pour les croisiéristes qui est implanté à l'Estac. À l'Estac, c'est un quartier très populaire, et donc chaque année on a des centaines de personnes qui décèdent par les polluants des bateaux de croisière. On a des enfants qui naissent avec des maladies respiratoires, et on commence à comprendre, et c'est un peu tard mais on commence à le comprendre, que c'est lié justement à cette exposition directe à ces grands bateaux, à ces paquebots, à ces Costa Croisière, etc. Et donc ça montre encore une fois qu'on est les premiers à être confrontés à ces problèmes environnementaux. Et pour l'avenue d'Emmanuel Macron, il y a effectivement un plan qui est lancé, Marseille en grand. Bon,
c'est une initiative, moi je pense qu'avec le retard qu'on a pris dans nos cités, nous ça fait plus de 30 ans qu'il n'y a plus de transports qui sont lancés dans les quartiers nord de Marseille, ça fait plus de 30 ans qu'on n'a aucune école et aucune bibliothèque qui a été construite ou rénovée dans nos quartiers, donc on part avec un retard considérable et dès qu'on a ce retard-là et qu'on voit des initiatives arriver, bien évidemment qu'on est émerveillé, bien évidemment qu'on est enchanté, même si ça vient d'Emmanuel Macron, ben, on prend ce qu'il y a à prendre et c'est le plus important, mais aujourd'hui on explique clairement que c'est pas suffisant de par ce retard, mais de par les attentes aussi c'est pas suffisant. Quand on nous parle par exemple d'emploi et qu'on dit on va aider des jeunes à créer des entreprises, ouais mais ces jeunes ils ont besoin de manger maintenant, ces jeunes ils ont besoin de payer leur loyer maintenant, ils n'ont pas besoin de créer une entreprise qui va leur apporter un bénéfice dans 6 mois ou dans 8 mois, ils ont besoin, c'est maintenant l'urgence, c'est aujourd'hui qu'il faut y répondre. Sur l'aspect environnemental, ben, Marseille en grand c'est un grand vide, quoi. C'est un creux, on ne prévoit pas une fois de parler d'écologie, on ne prévoit pas une fois de parler de transition énergétique dans les cités. Il y a un plan de rénovation urbaine qui est en place, mais qui ne fait pas partie du plan Marseille en grand. Et quand nous, on leur parle d'écologie populaire, pour moi l'écologie populaire, c'est par exemple de dessiner un métro, de dessiner un tramway dans les quartiers nord et de permettre justement aux habitants d'avoir des transports en commun, d'avoir un service public qui est quand même le minima du service public, c'est quand même les transports, c'est pouvoir se déplacer, la mobilité, et rien que ça, ils sont incapables de nous tracer une perspective, ils sont incapables de nous dire effectivement, il n'y a aucun métro, effectivement, il y a un bus qui fait tous les quartiers, et ça fait peut-être un peu beaucoup pour les presque 600 000 habitants que vous êtes, et par conséquent, on va trouver une solution, et donc rien que ça, c'est compliqué, et on se rend compte qu'au final, c'est parce que ce plan Marseille en grand, il s'est fait sans nous, il s'est fait sans les habitants des quartiers nord, il s'est fait sans les gens qui sont concernés, et c'est vraiment le message que j'essaie de porter, c'est d'expliquer que c'est la même chose pour la transition écologique. Si c'est pas porté par les gens qui le vivent, si c'est pas porté également par les quartiers populaires, rien ne pourra se faire et on ne pourra pas comprendre les attentes des habitants et des gens qui y vivent tous les jours. Merci beaucoup pour ta réponse et toutes tes implications avec ton association. Marie, tu parles souvent de différentes notions, parmi lesquelles donc, les violences environnementales ou encore le racisme environnemental avec une approche intersectionnelle des inégalités climatiques. Est-ce que tu pourrais développer ces notions qu'on n'entend pas tout le temps? Avec plaisir. Avec plaisir. Non, mais alors, peut-être partir du terme le plus potentiellement explosif, mais le racisme environnemental, il faut le manier avec précaution, ce terme quand même, et en particulier chez nous. Le terme de racisme environnemental, il naît aux États-Unis, dans une société de la ségrégation extrêmement importante. Elle naît de la mobilisation des mouvements pour les droits civiques, donc des Afro-Américains, qui se sont joints aux Latinos puis aux Amérindiens, et qui ont fait vraiment émerger cette question de racisme environnemental, et qui a fait naître des politiques publiques de justice environnementale. Sur le territoire européen, on voit ces mouvements similaires qui s'apparentent à du racisme environnemental. En particulier, j'ai envie de dire, donc on voit bien, il y a des quartiers et en plus qui se sont beaucoup transformés et qui se ghettoisent au fur et à mesure, parce que voilà, en 30 ans, ça a aussi beaucoup changé. Mais on le voit surtout sur les aires d'accueil des gens du voyage, où là, on peut quand même parler de racisme environnemental. Pourquoi ? Parce que les gens du voyage sont toujours une catégorie administrative. Et donc nous, on est des citoyennes, des citoyens, et eux, c'est une catégorie administrative. Voilà. Alors, bon, les étrangers sans papier, etc., peuvent l'être aussi, mais on a une spécificité qui, en plus, se transmet de génération en génération, qui décide de là où on habite, de ce qu'on reçoit, etc. Et en l'occurrence, quand je dis racisme environnemental, on met toujours les aires d'accueil dans des endroits extrêmement pollués. Alors, j'imagine, si vous êtes là ce soir, c'est que vous vous intéressez un peu au sujet et que vous avez entendu parler du travail de William Hacker, qui est un juriste issu des gens du voyage et qui a fait tout un livre auquel on a attribué le prix du livre de l'écologie l'année dernière, de la Fondation de l'écologie politique l'année dernière, Où sont les gens du voyage. En fait, il liste et on voit bien que de toute façon, il y a un dicton chez les gens du voyage qui dit si tu cherches l'aire d'accueil, regarde à côté de la déchetterie. Voilà, mais en général, il n'y a pas que la déchetterie, il y a l'autoroute, il y a les lignes à haute tension, il y a la concasserie, la cimenterie, etc. Comme au sein de l'aire d'accueil des Lamouronschains. Je vous parle de cette aire parce qu'il y a un collectif de femmes
qui s'est lancé, collectif des femmes d'Elem-Ronchin, ou alors aussi d'Asovas, ça veut dire tendre la main, en Roumanie, qui s'est monté et qui se bat à la fois pour leur propre aire d'accueil et faire en sorte qu'ils puissent habiter dans un environnement sain, mais aussi pour l'ensemble des aires d'accueil sur le territoire français. Mais voilà, ces termes de racisme environnemental, il faut quand même les manier avec précaution, a fortiori parce qu'on a, voilà, l'Europe a une histoire plus longue, c'est pas le terme, mais voilà, les populations qui sont là, elles y sont depuis très longtemps. Et donc on voit en particulier dans les zones industrielles, je pense à Fos-sur-Mer, je pense au bassin de Lac, je pense évidemment à Métal Europe, pas loin d'Elem-Ronchin, dans le nord, on a ou à Pierre-Bénite du côté de Lyon, on revient vers les actions de notre affaire à tous, on voit qu'on a de toute manière des violences environnementales qui existent et qui s'appliquent à toutes et tous, si tant est que tu es quand même en bas de l'échelle sociale. Maxime parlait des taux de mortalité des ouvriers lors des canicules, je crois que c'est vraiment un élément dont il faut tenir compte. Et il faut bien savoir aussi que cette espèce de disjonction entre le social et l'environnemental, c'est extrêmement européen. Et que nulle part ailleurs dans le monde, on disjoint à ce point l'environnemental et le social. Ce qui donne des discussions ubuesques, ce qui donne des mobilisations comme les Gilets jaunes, mais parce qu'en fait, voilà, la plupart du temps, dans les pays des Suds dans lesquels on a exproprié les gens, on s'est accaparé leur territoire pour extraire un coup des diamants, un coup du pétrole, etc., la question, elle est évidente. Voilà. Et dans des pays anglo-saxons, c'est un peu une autre culture, mais le sujet, il est aussi extrêmement présent. Et donc, il y a des politiques publiques, comme je vous disais tout à l'heure. L'Europe, c'est une espèce de no man's land sur la question. Mais les violences environnementales, elles existent. Elles s'exercent de la naissance à la mort, quoi, d'un bout à l'autre de la vie. Et qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on a entendu avec Priscilla Ludowski quand on a rédigé notre livre sur les violences environnementales? Et ben, ce sont toutes ces violences, la pollution de l'air, la pollution aux métaux lourds, la pollution au PFAS, et j'en passe, qu'on se coltine tout le temps, et en particulier quand on fait partie des classes populaires. C'est ces violences, je vous parlais des aires d'accueil, mais ces violences quand on est ouvrier, qu'on a cru toute sa vie qu'on travaillait voilà, pour le bien commun, pour produire des biens pour autrui, et qu'on se rend compte qu'en fait non seulement on s'est saccagé la santé à soi-même, et je rappelle qu'il y a un écart d'espérance de vie de près de 15 ans en France entre les plus riches et les plus pauvres, mais qu'en plus on a saccagé l'environnement et que ça va certainement continuer à piller la santé de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants. Voilà, tout ça, ce sont des violences environnementales, et on a en France cette fois beaucoup de similarités dans la façon dont c'est traité. C'est-à-dire que globalement c'est ignoré, salut Dan, c'est ignoré. Les personnes qui dénoncent ces violences environnementales sont méprisées. Elles sont méprisées aussi quand elles demandent des soins, parce qu'on leur dit mais non, vous n'êtes pas malade, ou alors mais non, c'est n'importe quoi, ou alors on leur dit dans le Nord, c'est parce que vous mangez trop de frites et que vous buvez trop de bière. C'est une réalité, ce que je vous raconte. Des gens contaminés au plomb qui m'ont dit vous êtes malade parce que vous mangez trop de frites et vous buvez trop de bière. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là, une très grande opacité, les ARS qui font souvent très mal leur boulot, les préfets qui font très mal leur boulot, et la justice qui peine à traiter de ces situations-là. Donc c'est absolument indispensable qu'on se batte contre ces violences environnementales, qu'on fasse valoir la justice environnementale. Et moi je veux vous dire une chose aussi, c'est que on voit bien qu'il y a une montée des extrêmes sur la colère, qui est souvent une colère populaire, et parfois dans des territoires qui ont été très longtemps très à gauche. Et moi, je crois qu'on a une responsabilité en tant qu'écologiste qui est particulière, parce qu'en fait, s'y mènent sur ces territoires des combats, que ce soit pour l'emploi, pour la santé, pour voilà, pouvoir finir ses fins de mois, et que c'est vraiment à nous d'être non pas au-dessus de ces populations et de leur tendre la main, en fait, ils n'ont pas besoin de ça, mais par contre d'être à leur côté et de les soutenir dans les combats qu'ils et elles-mêmes. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé un petit peu avec ce livre de faire, et il faut continuer à pousser pour qu'au niveau français comme européen, on ait des véritables politiques de justice environnementale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors aussi, si on vous a invité, c'est parce que vous représentez en fait quelque chose que les écologistes aiment quand même bien, c'est la complémentarité des modes d'action. Bon, alors Marie, du coup, tu as eu plusieurs casquettes, donc tu as été complémentaire avec toi-même, mais voilà, la complémentarité entre les institutions, entre l'action judiciaire et puis aussi l'interpellation. Enfin, ce que tu fais avec ton association va bien au-delà de l'interpellation, mais elle interpelle aussi. Et donc c'est aussi une relation à l'État. Et donc du coup, peut-être pour commencer là-dessus, peut-être Justine sur le mode d'action de notre affaire à tous, c'est que celui que vous privilégiez, il y a bien sûr une forme de plaidoyer, mais il y a aussi l'action judiciaire. Et donc du coup, je voulais t'interroger sur là-dessus,
sur l'efficacité en fait. Enfin, c'est un point commun, c'est où est-ce qu'on est efficace. Et donc du coup, est-ce que l'action judiciaire en matière d'inégalité environnementale, elle est à ton sens efficace? Et en quoi est-ce que c'est un mode d'action qui permet d'améliorer la situation, de pousser les choses en fait? On la pose beaucoup, cette question d'efficacité, alors qu'elle est souvent plus complexe et pas forcément toujours un peu déstabilisante parce qu'elle questionne sur ce qu'on fait. Par contre, la réponse est toujours oui, c'est efficace et c'est nécessaire, dans le sens où je ne pense pas qu'on puisse se dire qu'il n'y a qu'une seule transition écologique. En fait, il y a des tonnes de chemins et les décisions qu'on va prendre, que chaque acteur va prendre au fur et à mesure, vont pouvoir tracer des mondes en 2050 qui seront très différents. Il n'y a pas juste on a réussi la transition ou on n'a pas réussi. Et donc pour moi, la diversité des modes d'action est une condition aussi nécessaire de choisir tout au long du chemin les voies qu'on veut prendre. Et donc le fait de se dire est-ce que dans un monde en 2050 qui est souhaitable, qui aura payé le coût d'une inaction pendant des décennies, c'est sûr, mais qui peut encore être un tout petit peu préservé, ou en tout cas être un monde où on va réussir à protéger ceux qui seront les plus impactés, et ben, ce monde-là, il n'existe pas sans avoir un droit qui a évolué dans le bon sens. Donc déjà, c'est un mode d'action d'utiliser le droit, d'interpeller des contre-pouvoirs comme les tribunaux, parce que c'est quand même dans le petit organigramme de la démocratie, c'est quand même des gens qui ont des responsabilités aussi. Donc quand on attaque l'État, il faut désagréger aussi un peu ces parties. C'est les ministères qui vont répondre aux mémoires des actions en justice, mais c'est bien les tribunaux aussi qu'on essaye d'interpeller, de former et de réveiller à leurs responsabilités dans cet écosystème démocratique. Donc il y a une forme de passage obligé, en fait, d'utiliser le droit. Par contre, pour que cet outil du droit, et notamment des contentieux, donc des actions en justice devant les tribunaux, soit vraiment efficace, il ne peut pas se faire tout seul. Une décision de justice, même favorable, si personne n'en entend, si les décideurs peuvent finalement l'utiliser en cale-porte ou en tapis de souris, ça ne sert à rien. Et à l'inverse, il y a des combats qui sont perdus devant les tribunaux, mais qui ont été gagnés dans l'opinion publique le temps du procès. Donc il y a bien une complémentarité vraiment nécessaire de stratégie, de se dire, quand on lance une action en justice, comment on fait vivre cette action en justice en dehors des tribunaux, sur le temps long de la justice aussi. Donc c'est-à-dire comment on crée un débat public là-dessus, comment c'est une occasion de changer le rapport de force de certaines conversations qu'on avait déjà avant, avec les décideurs politiques ou économiques, mais avec toutes les parties prenantes de la société. Ça peut être les syndicats quand on attaque une entreprise, ça peut être les consommateurs quand on attaque un groupe comme Casino. En fait, ça permet de commencer à avoir ce débat-là, mais avec finalement un terrain de jeu commun qui est celui du respect de la loi. Mais pour tous, c'est pas juste une loi à deux vitesses. Et donc ça permet aussi de se dire, et là je trouve que c'est un truc que j'aime bien dire souvent, parce que dans un discours où on dit les écologistes sont des éco-terroristes, bah non en fait. Quand je vois que les gens ils soutiennent autant le fait de faire des actions en justice pour faire avancer la transition écologique, c'est bien que c'est des gens qui veulent profondément sauver les institutions et qui ont un espoir même peut-être un peu fou que les tribunaux vont être des contre-pouvoirs, que le Parlement français et européen peuvent encore être des contre-pouvoirs. Je pense que c'est aussi le sens de ton évolution, Marie, c'est de se dire il y a encore des choses à réveiller, il y a encore des gens à activer, et même parfois dans des bureaux un peu conservateurs, il peut y avoir peut-être des gens qui sont prêts à se saisir de ces questions et à faire évoluer les choses en interne. Donc il y a cette forme de complémentarité, et donc ça passe aussi par la complémentarité avec tout ce qui va être manifestation. L'affaire du siècle se lance, c'est aussi le moment où il y a les marches du siècle, les marches pour le climat les plus massives. Ça joue aussi sur l'écosystème, sur comment les tribunaux, en tant que aussi juges êtres humains, vont percevoir leur responsabilité de juger à la hauteur des enjeux et des attentes des citoyens et du débat public qui peut-être s'est créé via l'action en justice, mais via les interpellations, via la désobéissance civile, via les propositions de loi des parlementaires. Et donc en fait, c'est aussi un peu anti-anxiogène de se dire il n'y a aucune solution qui sera la plus efficace. Elle sera forcément en complémentarité. Et du coup, ça veut dire que personne ne va
sauver la situation, juste chacun essaye tout du long de poser sa pierre à l'édifice, et les choix tout du long vont permettre de savoir dans quel monde on est. Est-ce qu'on est dans une transition où on a fait la transition climatique à coup de solutions miracles en laissant beaucoup de gens sur le côté, ou est-ce qu'on a fait une transition qui était pas parfaite parce qu'avec beaucoup de retard, mais qui s'est évertuée à prendre le fait de la transition juste vraiment comme une boussole tout du long des choix qu'on va faire. Merci beaucoup. Comme l'évoquait Maxime tout à l'heure, toi, Amine, tu t'es fait connaître notamment en interpellant Emmanuel Macron lors d'un premier déplacement présidentiel à Marseille. Est-ce que tu pourrais revenir sur la séquence et notamment sur le contenu de ce pourquoi tu avais interpellé le président, et si tu as des suites, si tu as vu des choses concrètes en fait qui se sont passées après cet échange? C'était en septembre 2021, il était venu à Marseille parce que il y avait eu un été ensanglanté, parce que l'année 2021 elle a été chaotique sur Marseille en termes de violence dans les quartiers, où on a eu un nombre d'homicides qui avait explosé, des jeunes qui étaient morts soit sur fond de trafic de stupéfiants ou pas, d'ailleurs c'est pas ce qui nous importe. Et donc du coup j'apprenais qu'il venait, et tu parlais des manifestations, Justine. On avait organisé une manifestation la veille où on avait marché en expliquant que aujourd'hui voilà, il y a encore un président qui vient, encore un gouvernement qui vient annoncer un plan, c'est pas la première fois. Sous le gouvernement Hollande ça s'est fait 2 fois, sous le gouvernement Sarkozy ça s'est fait 3 fois, et donc à chaque fois on vient nous parler de Marseille, on vient nous parler de nos quartiers, de ce qui se passe, mais jamais on se voit nous, quoi. Jamais on se voit nous en train de leur dire des choses, jamais on se voit nous en train de leur expliquer les solutions, parce que c'est à nous de leur expliquer les solutions et pas l'inverse. Et donc du coup on s'est dit bon là il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à jouer, et donc on avait marché la veille, on avait réuni plus de 500 Marseillaises et Marseillais, où on avait marché, et donc on a été un peu médiatisé dans cette marche. Et dans la complémentarité des choses, c'est que nous on prône effectivement une action où il faut aller manifester, il faut interpeller, il faut porter les choses, et puis d'un côté on a aussi les médias qui ont une part de responsabilité dans les désordres que nous on connaît dans les quartiers, parce que dans les quartiers aujourd'hui nous on se bat contre la banalisation de ces meurtres, de ces crimes, et les médias ils ont leur part de responsabilité dans tout ça. Quand on a des médias qui déshumanisent ces jeunes, notamment Le Figaro par exemple, qui a publié un classement en disant sur l'année 2022 il y a eu 33 ou 34 voyous qui ont été tués à Marseille, et ils utilisent le terme de voyous sans forcément connaître ces jeunes, sans forcément savoir qui ils sont. Je suis sûr qu'ils connaissent même pas leur prénom, qu'ils savent même pas leur histoire, et par conséquent on se bat un peu contre cette déshumanisation et cette banalisation, et donc on a interpellé via les médias le président de la République. On a été reçu à Bassens. Bassens c'est un quartier de Marseille qui est particulier parce que c'est une petite cité, c'est pas la plus grande cité de Marseille, mais c'est une cité où résident de nombreuses mamans qui ont perdu des enfants, où c'est une cité qui a vu beaucoup de ses enfants mourir, parce que c'est une cité qui est au cœur des quartiers nord, qui a un réseau qui fonctionne plus qu'ailleurs, et par conséquent il y a une grande attractivité, ça emmène plein de jeunes, et donc ça a créé tout ce système autour du cannabis à Bassens, et donc on a été reçus dans ce quartier. Macron était là, il y avait son gouvernement, il y avait Olivier Klein qui à l'époque était président de l'ANRU, donc on lui a parlé notamment de rénovation urbaine, et on lui a parlé de l'importance de voir en fait un plan global pour Marseille, et lors de cette interpellation moi j'ai dit à Macron que à Marseille on n'a pas besoin du plan des Parisiens, on n'a pas besoin du plan qu'il aura écrit à Paris, ou du plan qu'il aura fait dans un avion en venant à Marseille. Nous on a besoin du plan des Marseillaises et des Marseillais, on a besoin de l'écrire, on n'a pas besoin d'être acteur de ce plan, c'est ce qu'il est venu nous demander, d'être acteur dans ce plan, et j'expliquais que non, toute notre vie on nous a demandé d'être des acteurs. Moi j'ai envie d'être auteur, à un moment j'ai envie de l'écrire moi le plan, j'ai envie de décider à vos côtés de ce que vous allez faire pour notre ville, quoi. C'est quand même notre ville, c'est quand même nos quartiers, c'est nous qui y dormons, c'est nous qui y vivons, et c'est un peu aujourd'hui la difficulté de Marseille en grand. S'il faut en faire une suite, c'est expliquer que le plan il s'est fait sans les habitants, quoi. On les a pas concertés, il n'y a jamais eu une table de travail où on a pu nous donner nos avis, expliquer que
c'est nous qui savons. Si demain on va visiter Marseille, je vous présente des mamans et ces mamans, elles savent à quel bâtiment il faut faire des travaux, elles savent quel ascenseur fonctionne ou ne fonctionne pas, elles savent quelle fenêtre il faut réparer, quel étage, quel appartement il faut rénover. Et ça, c'est parce qu'elles y vivent, c'est parce que c'est elles les principales concernées. Et on a fait sans ces gens, et ça, c'est ce qui fait aujourd'hui l'action de Marseille en grand. Elle se fait dans un sens, quoi, mais elle se fait pas avec les gens, et ça a freiné la dynamique. J'avais interpellé aussi, je pense que c'est important de le dire, j'avais interpellé le président sur le traitement qu'on fait à ces familles de victimes, à ces mamans qui ont perdu des enfants. Nous, on les accompagne, on a un gros dispositif qui est un dispositif unique en France, et donc on interpelle effectivement, mais dès qu'il y a une lacune, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait, on agit aussi, et donc on a décidé nous-mêmes d'accompagner ces familles de victimes. On a décidé nous-mêmes de trouver les financements nécessaires. On a pris un avocat, une psychologue qui sont là à temps plein et qui suivent toutes ces mamans, toutes ces familles qui ont perdu des enfants. J'ai moi-même perdu un grand frère il y a un peu plus de 3 ans dans ces circonstances, et donc je pense que c'est ce que j'explique depuis le début, c'est vraiment que la place, elle doit revenir aux principaux concernés. Les prises de décision, elles doivent venir aux gens qui vivent les choses, et c'est quand on vit les choses qu'on arrive à justement trouver des solutions, à comprendre d'abord dans un premier temps. J'entends dans les médias beaucoup parler de ces jeunes à Nanterre, de ces jeunes dans les banlieues qui font cette révolution, comme ils disent. Ouais, mais vous avez compris pourquoi ils la font, vous avez compris pourquoi ils s'énervent, vous avez compris pourquoi ils s'en prennent à leur bus, puisqu'ils disent ouais, ils sont débiles, ils s'en prennent à leur bus, à leur propre service public. Ouais, mais pourquoi ils le font ? Parce que justement aujourd'hui vous avez tellement combattu la démocratie, vous avez tellement combattu le Parlement que ces jeunes-là, ils croient même plus en leurs élus. On se dit qu'interpeller des élus, on ne doute pas de leur honnêteté, on ne doute pas de leur volonté de faire les choses, mais on sait que si on les interpelle, c'est pas Macron, Darmanin qui va les écouter. On sait que si on les interpelle, que s'ils nous aident à porter un message, et pour certaines et certains, c'est ce qu'ils font, on sait très bien que le gouvernement ne va pas les écouter. Donc on a ce besoin, nous, de porter les choses maintenant, et c'est ce qu'on essaie de faire en fait dans notre mode d'action, c'est de dire bon, bah, effectivement on interpelle, et c'est ce qu'on fait, mais dès qu'il n'y a pas de réponse au bout d'un certain temps, on agit nous-mêmes, et on est en capacité de le faire. Merci beaucoup. Cet échange, il se passe aussi dans un contexte de criminalisation des mouvements sociaux, et notamment des luttes écolos. On en parlait d'ailleurs aussi le mois dernier, parce que c'est pas sans lien aussi avec la situation des exilés. Là, en l'occurrence, depuis, bon, chacun et chacune est au courant, la situation des soulèvements de la terre, et donc du coup du droit qui en fait quelque part peut contraindre. Et donc peut-être 2 questions à Marie. La première, c'est toi qui as commencé en tout cas par une association qui prône voilà, la voie du droit pour faire avancer la cause. Qu'est-ce que tu penses de la situation des actions qui sont menées, et peut-être aussi tu peux nous éclairer sur ce que tu souhaites faire et sur ce que tu as souhaité porter sur la protection des lanceurs et des lanceuses d'alerte, qui est un sujet qui est important, et en fait ce qui est peut-être l'autre versant, c'est-à-dire que quand on parle de lutte sociale et d'une forme de désobéissance civile, on peut aussi penser qu'à l'inverse, c'est des personnes qui lancent l'alerte. En tout cas, c'est plutôt la pensée, je pense, des écolos. Et donc du coup, voilà, te questionner là-dessus sur le rôle que pourrait avoir, et qu'a un élu ou une élue écologiste sur la défense des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Ouais, je vais répondre. Non, mais d'abord, juste dire à Justine que c'est super, j'ai rien à dire, rien à compléter. On verra un petit mail avec une petite. Parce que pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début, Justine a dit c'est la première fois que je parle devant Marie, et du coup c'est très bien. Et juste dire aussi qu'Ami, normalement, il y en a qui ont peut-être compté, mais il a dit j'ai créé mon asso à 16 ans il y a 3 ans. Donc dire aussi, il paraît un petit peu plus vieux, mais il a 19 ans, et donc voilà, ce qui est fait, je trouve incroyable de courage et de détermination. Du coup, ça fait bizarre de sauter tout de suite sur la répression des mouvements sociaux écolos. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce petit écart. En fait, le lien, il est vraiment à faire sur quel est l'état des droits et libertés aujourd'hui en France et en Europe. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on doit profondément s'interroger. Juste rappeler que on est quand même en Europe, qui est encore l'un des continents dans lequel on a la chance de vivre. Parce qu'il y a des tas d'États où ça se passe beaucoup plus mal quand même que chez nous. On pense évidemment, voilà,
Trump qui faisait peur sous d'autres égards, à Bolsonaro, à Narendra Modi, et on pourrait en citer quelques autres, Netanyahou entre autres, où c'est difficile d'exister et encore plus de s'exprimer. En Europe, évidemment, on a des pays où l'état de droit est très largement bafoué. Et d'ailleurs, c'est l'un des combats des écolos, parce que c'est la bataille des écolos dans la mandature d'avant nous, que de poser sur la table la question du respect de l'état de droit, d'abord en Hongrie, et puis sous cette mandature, en particulier avec Gwendolyn Delbos-Corfield, la question de la Pologne. Ce sont des pays où effectivement l'état de droit est vraiment bafoué, où la justice est mise sous tutelle, où l'opposition est méprisée. J'ai oublié Poutine, mais bon, on est bien informés. Où l'état de droit est bafoué, où c'est difficile d'avoir accès à la justice, où les profs qui ne sont pas d'accord avec le régime se font licencier. Enfin, voilà. Mais c'est pas parce que chez nous, on n'est pas encore dans cet état-là qu'il ne faut pas y prêter une attention particulière. Et ça, c'est vraiment important. Gwendolyn et Philippe Lambert ont d'ailleurs fait une étude sur la capacité de l'État français à résister aux tendances fascistes. On sait la France dans laquelle on vit, on sait le risque qui est devant nous et on sait qu'on doit y prêter une attention particulière. Il faut dire qu'en ce moment, toutes les barrières tombent. Voilà, que toutes les barrières tombent. Quand on parle des lanceurs d'alerte, on parle, entre autres, normalement des journalistes. L'Europe est en train d'adopter une législation sur les médias dans laquelle elle demande elle demande la protection des sources. Et la Pologne, la Hongrie, mais aussi la France et l'Allemagne ont demandé à ce que, pour des raisons de sécurité publique intérieure, non définies évidemment, à l'arbitraire de chacun, pour des raisons de sécurité publique intérieure, eh bien, la protection des sources, mais aussi la protection des échanges des journalistes, eh bien, puisse être levée et que l'État puisse espionner les journalistes dès lors que ça répondrait à la question de la sécurité publique intérieure. C'est une pente glissante extrêmement mauvaise. Alors je compense tout de suite en disant il y a quand même aussi des bonnes nouvelles. On a adopté au niveau européen une directive sur les lanceurs d'alerte qui a été transposée dans le droit français dans la mandature socialiste qui remonte un peu, qui n'a pas fait que des bonnes choses, on le voit bien avec cette fameuse loi de 2017 sur le refus d'obtempérer, mais il y en a quand même fait quelques-unes des bonnes. Et on est en ce moment même en train d'adopter une législation contre les poursuites bâillons, qui visent tant les journalistes que les ONG, que d'ailleurs les lanceurs d'alerte sur les violences environnementales, qui sont parfois seulement des individus, et qui visent justement à les protéger. Parce que vous savez, quand on porte plainte contre Total ou contre d'autres, alors Total ils font pas trop parce qu'ils savent que quand ils portent plainte contre nous, on est tout fiers, donc ils le font pas. Des fois ça nous plairait, mais ils le font pas trop. Mais il y a plein de boîtes qui portent plainte contre les journalistes parce qu'ils ont révélé tel et tel secret qu'il fallait surtout pas révéler et qu'ils considèrent comme étant du secret des affaires, parce qu'ils ont décrit un projet comme il fallait le décrire alors qu'eux essayaient de le greenwasher parce que. Voilà, donc on est aussi en train d'adopter cette législation-là. Il y a beaucoup d'allant, beaucoup d'enthousiasme, c'est relativement ambitieux, ça va pouvoir être transposé en France et c'est ce que demande une grande partie des ONG françaises et ce sur quoi se mobilise une grande partie des ONG françaises. Mais donc on a ces deux tensions-là. Et évidemment, en France, la difficulté, c'est qu'on a déjà un système avec l'État très fort. Et donc l'État, vous avez suivi l'affaire d'Anticor, donc il y a des questions chez Anticor eux-mêmes, donc c'est compliqué, mais quand même, il y a des questions qui se posent, qui est que c'est le gouvernement lui-même qui donne des agréments aux associations pour leur permettre de porter plainte contre lui. Ça a d'ailleurs été l'une des raisons principales pour lesquelles on est allé chercher Greenpeace, Oxfam et la FNH au moment où on a lancé l'affaire du siècle, parce que nous, on n'avait pas d'agrément. Maintenant, on en a un. Mais à l'époque, on n'avait pas d'agrément. Et donc, on avait besoin d'assauts qui avaient l'agrément. Et il y a 3 domaines dans lesquels ils donnent un agrément. Le reste, c'est bon, hein, mais il y a 3 domaines. L'environnement, la santé et la corruption. Pas du tout problématique. Pas du tout des sujets centraux et majeurs. Mais bon, voilà. Donc, le gouvernement, il donne ces agréments-là. C'est la logique française. Et je veux juste pointer quand même que Nicolas Sarkozy avait donné plus d'agréments aux associations environnementales que Hollande a réduit et que Macron est resté peu ou prou au même niveau. Je pense qu'on est remonté un petit peu, mais voilà, pour vous dire un peu la tendance générale. Mais donc, il y a déjà ce système-là. Le deuxième système, c'est un système de fichage S à grande échelle, à très très grande échelle, et où en fait, un peu tout le monde et n'importe qui est fiché S.
Alors nous, apparemment, on n'a pas le droit de l'être en tant qu'élu, mais vous, n'hésitez pas à demander votre fiche pour ceux qui ne sont pas élus, parce que franchement, en fait, on ne sait pas. On compte plus de 2000 militantes et militants écologistes fichés S, parmi lesquels ceux qui sont, coucou Marie-Neige, simplement descendus sur la piste de l'aéroport de Roissy avec Alternatiba au moment où ils protestaient contre l'agrandissement de cet aéroport, qui fait pourtant énormément de nuisances, tant environnementales qu'en termes de bruit et qu'en termes d'impact sur le climat. Et donc par rapport à ça, et je m'arrêterai là parce que je me rends compte que je suis un peu longue, mais par rapport à ça, l'action de notre affaire à tous et d'autres ONG sont des actions qui demandent quoi? Qui demandent tant à l'État qu'aux entreprises le respect du droit. Et j'ai envie de vous dire, une grande partie, si ce n'est la totalité, mais après j'ai pas été regardée, mais des revendications des soulèvements de la terre, c'est le respect du droit et des principes. C'est ça. Et donc, quand on parle de désobéissance civile, de lanceurs d'alerte, etc., la plupart du temps, c'est une demande de faire respecter la loi. Et là, je vous raconte une petite anecdote, c'est que quand on a lancé l'affaire du siècle, on avait les copains aux Pays-Bas, les camarades, qui venaient de gagner aux Pays-Bas, qui venaient de faire condamner leur État pour une action climatique. Et donc, ça a pris plusieurs mois quand même de discussion, parce qu'au départ, on leur a dit, mais voilà, le tribunal, il a pris une décision, mais qu'est-ce que vous faites si l'État ne réagit pas? Première discussion, avortée, on n'a pas réussi. Incompréhension la plus totale. Deuxième essai, non mais vraiment, s'ils ne réagissent pas, vous faites comment? Bah, tu vois bien, ils ont changé la loi, ils ont accéléré, ils sont sortis du charbon, tout ça. Oui, mais quand même, s'ils ne faisaient pas, bah, ils font, tu vois bien. Deuxième discussion, avortée. Et seulement la troisième, ils nous ont regardés, ils ont dit, ah ouais, donc en fait, en France, quand il y a une décision de justice, bah, le gouvernement, il la respecte pas. Et donc ça, voilà, c'est un enjeu vraiment majeur, et c'est aussi pour ça que, tant avec les soulèvements de la terre, que dans des actions de désobéissance, que, comme le décrivait très bien Amine, ce qui se passe en ce moment dans les quartiers, en fait, quand l'État n'écoute pas, qu'on n'a plus aucun moyen d'agir, que même quand on se saisit du levier pourtant extrêmement puissant de la justice, il n'y a pas de répondant en face, alors on est désemparé, alors on est impuissant et impuissante. Et c'est contre ça qu'il faut qu'on se batte. Après, voilà, moi j'ai en horreur la violence, en particulier contre les personnes, hein, donc il faut faire attention à ça, mais n'empêche que c'est la situation dans laquelle on est et qu'on ne peut faire corps que si on est ensemble et qu'on agit de concert, comme tu le disais, Maxime. Et ben pour faire une transition parfaite, donc pour agir, il faut des propositions. On avait une question notamment, on a entendu parler ces dernières années que par exemple des carbon majors comme Shell, Total pouvaient faire des vérités alternatives en inventant un nouveau narratif pour dire que non, ils ne sont pas dangereux, etc. Du coup, conjointement à l'assignation en justice qu'on peut faire, quels moyens il y aurait d'efficace pour lutter contre ces nouveaux narratifs et contre ces vérités alternatives pour restaurer un peu de vérité et du savoir aux personnes, à la population? Si une de vous, Justine ou Marie, souhaite répondre. C'est une question hyper large. Je vais tenter et après je passerai à mes camarades pour essayer de rebondir et peut-être construire une réponse collective là-dessus. En fait, si on fait le constat qu'il y a des contre-vérités, que les médias ne sont pas forcément le meilleur canal d'information comme ça, sans filtre, allez lire autre chose, allez se renseigner aussi directement. Il y avait dans le sous-texte aussi un peu, il y avait votre question de dire comment vraiment on allie écologie, sociale, etc. En fait, c'est déjà de faire en sorte que ces personnes se rencontrent, qu'on réfléchisse à des choses en commun, qu'on s'écoute, qu'on essaie de comprendre les freins, les problématiques des gens. Et en fait, déjà dans ce passage-là, on va voir aussi qu'il y a un narratif. Les contre-vérités, elles sont aussi... j'ai l'impression qu'elles dépendent aussi beaucoup de où on est. Et donc, lutter contre les contre-vérités, c'est déjà aussi peut-être sortir de sa bulle et se dire, c'est vrai que moi j'ai l'impression que Total, ils font quand même du mieux qu'ils peuvent, mais que c'est vraiment les gens en banlieue qui veulent pas arrêter de prendre leur voiture parce que c'est plus simple pour eux. En fait, déjà, si c'est une idée que les gens ont, en fait, allez voir, allez rencontrer des gens, allez poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens prennent leur voiture. Il n'y a pas de transport en commun. Et en fait, allez se renseigner dans le monde réel auprès des gens qui savent, qui subissent, qui se combattent sur d'autres causes. Je pense que sinon, il n'y a pas de solution miracle, à part sur le côté vraiment contre-vérité. Nous, il y a toujours le côté action en justice contre le fait de qualifier le greenwashing, le fait de
de réussir à montrer qu'en fait c'est déjà illégal dans le droit et d'essayer de l'imposer à des acteurs, donc retirer une partie de ces narratifs via la publicité. Par contre, on va pas se mentir, c'est des acteurs qui restent tellement puissants qu'ils vont continuer à distiller ces narratifs-là. Donc c'est plutôt comment nous, entre personnes qui ne sommes pas dupes, chacun avec notre point de vue, on réussit ensemble aussi à créer une espèce de notre contre-vérité à nous, et pas l'histoire que eux ils ont envie qu'on se raconte sur n'importe lequel des événements qui se passent, que ce soit sur des questions de violence policière ou de Sainte-Soline, etc. En fait, c'est en parlant aux gens qui y étaient qu'on se rend compte aussi du narratif qu'il ne faut pas qu'on garde en tête, parce qu'à la fin, il finit toujours, on est des êtres humains, on a nos biais cognitifs, ne pas laisser ces contre-discours et ces narratifs faux s'intégrer aussi dans notre esprit, parce qu'à la fin, ils conditionneront aussi la manière dont on réagira à la prochaine crise mise en scène, à la prochaine urgence sécuritaire, etc. Si on n'est pas au courant un peu qu'en fait, il y a plein d'autres manières de voir les choses et donc d'agir aussi sur ces fausses vérités. Est-ce que vous souhaitez compléter sur ce point-là, sur les stratégies gagnantes pour... Il peut y en avoir plein. Pour faire face c'était un vaste combat. Peut-être pour ajouter quand même qu'il y a un combat majeur et qui nous concerne pas mal, mais qui doit être mené à l'échelle européenne, qui est celui de la lutte contre la concentration des médias et pour l'indépendance des médias. Et ça, voilà, on ne peut pas ne pas penser au JDD quand on dit ça, mais c'est absolument indispensable. Et d'ailleurs, j'en profite pour raconter l'histoire de la petite Chilo, qui est une jeune fille de 13 ans, qui est morte l'année dernière, de raisons qu'on ne peut pas expliquer. Elle est morte d'un cancer du sein que normalement les femmes attrapent après 50 ans, après avoir eu 1 ou 2 rechutes déjà, d'un cancer foudroyant extrêmement violent. Et dans l'indifférence la plus totale. Et je vous racontais tout à l'heure le fait que par ailleurs ces familles-là étaient maltraitées aussi par les services de soins. Ça a été le cas de Chilo et de ses parents. Et en fait, ils n'ont trouvé aucune raison à la maladie de Chilo, sauf qu'elle vivait pas loin de sols pollués et que son école était située sur des sols extrêmement pollués aux métaux lourds à Franconville. Personne ne parle de Chilo et je pense que d'ailleurs voilà, quand on voit cette semaine la mobilisation autour de l'assassinat de Nahel, je pense que la maman de Chilo, elle doit se sentir aussi très seule parce que finalement en fait, c'est grave un enfant qui meurt. C'est vraiment grave. Et personne ne doit avoir le droit de voir son enfant mourir dans l'indifférence et personne ne doit avoir le droit de ne pas obtenir justice. Donc il faut vraiment que Nahel obtienne justice, mais il faudrait que Chilo aussi. Et je vous raconte ça en parlant des médias. Pourquoi ? Parce que finalement, les seuls qui s'y sont intéressés, ça a été le Parisien. Et s'il n'y avait pas eu le Parisien, l'info ne nous serait pas remontée. J'aurais pas pu moi contacter la maman de Chilo, la présenter à Amine, etc. Et ça aurait été encore, ils auraient été encore tout seuls. Et donc ces médias, on en a vraiment besoin. Voilà. Alors, je dis pas que le Parisien est l'exemple type du média qu'on adore quand on est écolo, mais on a absolument besoin de ces médias indépendants avec des journalistes qui font leur travail au plus près des gens et qui les accompagnent dans le respect aussi de ce qu'est leur histoire, etc. Et ça, c'est aussi un moyen quand même de lutter contre les fake news. Et ça m'a interpellé ce que disait Justine sur les fake news, elles se propagent d'autant plus vite qu'on est isolé. Et donc on a besoin effectivement d'avoir des politiques publiques aussi et d'aménager les territoires, etc., qui se battent contre l'isolement. Et je termine en disant, on doit absolument se battre pour le droit de vivre en ligne. Et vous savez qu'il y a un non-recours, en fait, en réalité non-accès aux minima sociaux pour un certain nombre de personnes. Le fait de tout passer en ligne exclut une encore plus grande une partie de ces personnes de l'accès à leurs droits, en fait, à leurs droits. Et du coup, se battre pour le droit de vivre en ligne, je crois que c'est non seulement un impératif pour le climat, la biodiversité, le vivant, etc., mais aussi un impératif pour l'inclusion. Et du coup aussi, ça nous impose de réorganiser nos sociétés et de faire en sorte que personne ne soit totalement isolé. Merci beaucoup. Peut-être ce qu'on vous propose, c'est qu'on passe aux questions. Donc l'idée, c'est que vous puissiez poser l'ensemble des questions que vous souhaitez sur ces thématiques. Et puis à la fin, et c'est quelque chose qu'on a créé la dernière fois, on passera la parole à un grand témoin. Je sais pas, j'essaie de trouver un nom un peu pompeux pour dire qu'on laissera notre conclusion à Dan après l'ensemble des questions et des réponses, de façon à ce que
à ce qu'on puisse dire à l'échelle de Paris ce qu'on peut faire. Alors allez-y, commencez. Je me faisais la réflexion qu'il y a quand même sur la question de comment les quartiers populaires sont aujourd'hui les principales victimes des injustices environnementales notamment, et comment on faisait pour agir. Il me semblait qu'il y avait 2 outils intéressants qui étaient d'une part la question de la transparence. On voit bien que dès qu'on met des chiffres sur la table sur la manière dont les gens sont principalement touchés par un certain nombre de maladies, etc., ça paraît évident que l'injustice est là. Le travail qu'a fait William Hacker, j'avais été scié du nombre je crois que c'était 80% des aires d'accueil qui étaient ultra polluées, enfin c'était un truc incroyable. Donc dès qu'on met des chiffres, on rend évident l'injustice, je trouve. Et donc comment on fait pour, à côté de la bataille juridique, comment on fait pour faire ça? Et puis la deuxième question, c'est du coup dans la mobilisation, je pense qu'il y a la mobilisation des habitants des quartiers, elle est du coup essentielle pour mener le combat, quoi. Mais malheureusement, elle est quand même pas aussi évidente que ça, parce que la plupart du temps, soit parce qu'ils ont été habitués à se taire, soit parce que quand ils se battent, ça débouche pas sur grand chose. C'est difficile, et donc la question c'est comment on arrive à favoriser chacun à la place que vous avez là ces combats-là, en les aidant, je sais pas comment on arrive à les aider pour que ce soit des combats qui soient menés par les gens qui en sont les victimes en fait. Quels sont les biais, enfin les actions et les leviers juridiques pour garantir l'indépendance des médias et de la non-concentration des pouvoirs? Le droit de la concurrence, malheureusement. On va prendre une troisième question. En tant que députée européenne, de savoir est-ce qu'il y avait des choses que tu avais pu faire avancer, ou est-ce qu'on est vraiment face à un mur sur justice sociale et climatique. C'est important aussi d'avoir un retour sur l'action des écologistes au Parlement européen. Non, je dis les luttes sont pas finies, notamment parce que on est en plein dans la bataille sur la restauration de la nature. Je ne sais pas si vous avez suivi ça ou pas, mais 80% des écosystèmes européens sont dégradés, fussent-ils sur mer ou sur terre. Et évidemment, si on ne restaure pas ces écosystèmes, alors de toute façon, réduire nos émissions de CO2, ça ne sert à rien parce qu'il n'y aura plus de puits de carbone pour les absorber. Et ça servira toujours, mais enfin, ce sera quand même peu efficace. Et puis parce que il faut aussi sauver les espèces et garder de l'eau, entre autres. Voilà. Et donc, on est dans un énorme bras de fer parce que il vous aura pas échappé qu'il y a de plus en plus d'alliances de droite et d'extrême droite dans les États européens, qu'évidemment ça influe sur ce qui se passe au Parlement européen, et alors même que les États ont acté le fait qu'ils voulaient une loi sur la restauration de la nature, eh bien au Parlement européen ça bloque. Et on a perdu en commission agriculture, on a perdu en commission pêche, on a perdu en commission environnement, et on espère bien qu'on va gagner en plénière la semaine prochaine. Rendez-vous le 12 juillet pour un vote qui promet d'être serré, mais ça dénote bien qu'après avoir déclaré la guerre aux droits humains, en particulier se rendre coupable de non-assistance à l'humanité en danger en Méditerranée, et on les compte, ces morts-là. Après s'être attaqué aux droits des femmes, avoir créé des zones de non-droit pour les LGBTQI, la victime, l'ennemi, c'est devenu la nature, et qu'ils sont prêts à tout pour continuer à la détruire, en fait, tout simplement. Et donc, cette bataille-là, on la mène, elle est difficile. Elle est difficile, on a gagné quand même pas mal de choses. Alors, c'était jamais assez élevé pour nous, mais on a gagné pas mal de choses sur la question de la décarbonation. On a adopté tout un paquet, le paquet climat Fit for 55, qui nous a permis quand même de réduire ces fameux quotas en circulation sur le marché carbone, de pouvoir accélérer sur les énergies renouvelables, de pouvoir commencer doucement à sortir du gaz, etc. Tout ça, ça peut être remis en cause extrêmement vite, hein, parce que d'une part, on a la France et la Grande-Bretagne qui travaillent à des grands marchés de crédit biodiversité. Donc en gros, qui vont dire à Total, ok, tu pourras plus vendre d'essence parce qu'il y aura plus de voitures thermiques, mais dans la réalité, tu vas pouvoir continuer à sortir du pétrole parce que tu vas pouvoir acheter des bouts des îles Galapagos, des bouts de flamants roses, des bouts de forêt amazonienne et des bouts de terre qui appartiennent déjà à des gens, globalement. Mais voilà, pour compenser. Et que par ailleurs, par exemple, là, il y a une grosse table ronde de Total à Bruxelles le 11 juillet pour défendre la capture et le stockage de carbone. Et la capture et le stockage de carbone, en plus de ça, quand tu renvoies du carbone sous les sols, tu
tu réussis à récupérer, tu sais, les bouts de pétrole que tu n'avais pas réussi à récupérer parce que tu n'avais pas les bonnes techniques. Bah là, du coup, tu as l'argent public qui va t'aider à récupérer encore le bout de pétrole qu'il y avait tout au fond. Voilà, donc c'est quand même remis constamment en danger, mais on a eu vraiment des avancées. Toute la partie sur la nature, elle est en danger aujourd'hui. Donc c'est à la fois la restauration de la nature, c'est aussi la réduction de l'utilisation des pesticides, c'est les législations sur les sols, sur les semences, etc. Donc sur tout ça, il y a une énorme bagarre. Évidemment, c'est Benoît Biteau chez nous qui est à la pointe de cette bataille-là, mais c'est une bataille immense, et là aussi avec des enjeux de marché, parce qu'ils veulent créer des marchés, carbon farming, tout ça, enfin bref. De toute façon, le tout marché pour eux, c'est la solution à tout, alors qu'on a vu que c'était la solution à rien, mais peu importe, c'est pas grave. Voilà, donc toutes ces législations-là, elles sont compliquées. Je vais finir sur les bons trucs, hein. Mais l'autre élément, et c'est ça qu'il fallait entendre dans la bouche d'Emmanuel Macron quand il a appelé à une pause environnementale réglementaire européenne, c'est sur la question des produits toxiques. C'est les PFAS, les métaux lourds, les plastiques, les machins. Tout ça, il n'en veut pas. C'était la décarbonation, on fait tout pour la décarbonation, et en fait, le reste, je m'en fous. Pourquoi ? Parce qu'il faut préserver la rente. Et que tu peux faire de la décarbonation parce que ça préserve la rente du nucléaire. Mais tout le reste, remettre en cause la rente, ça c'est hors de question. C'est pas possible. Et donc Emmanuel Macron, là-dessus, il nous plante. Et il nous plante sur un enjeu qui est, je vous ai raconté l'histoire de Chilo, je pourrais vous en raconter des tas d'autres, qui est un enjeu vital pour les gens aujourd'hui. Et en particulier pour les catégories populaires. Et donc, voilà. Et donc il veut pas réformer Reach. Il ne veut pas réformer le règlement sur les produits chimiques. De toute façon, Thierry Breton, commissaire français à l'industrie, se bat contre ça depuis des mois. On n'arrête pas de pousser. Et en fait, ils n'en veulent pas. Et donc, je pense qu'à la fin, ils auront gain de cause. Et de toute façon, si on voulait adopter le texte d'ici la fin de la mandature, il fallait qu'il soit sur la table. Maintenant, on a aussi des bons trucs, qui est que quand la Commission européenne a présenté son programme du Green Deal, nous, on s'est abstenus en tant que groupe écolo. On s'est abstenus pourquoi ? Pas parce qu'on était contre le fait de rehausser les objectifs, parce que d'une part, c'était pas suffisant pour respecter l'accord de Paris. Donc, on a dit, bon, vous êtes bien sympa, mais vous avez signé un truc, c'est quand même pour l'appliquer. Bon, c'était pas à la hauteur, ça allait toujours pas. Mais pour ça, mais aussi parce qu'il n'y avait pas de volonté de réformer l'économie. On voulait rehausser les objectifs sociaux, mais c'était pas un New Deal à la Roosevelt avec une redistribution des pouvoirs entre les employeurs, les salariés et les services publics, etc. C'était juste on rehausse les objectifs environnementaux. Et donc ça, on n'était pas d'accord. Mais du coup, le groupe vert au sein du Parlement européen et le Parlement au sein de l'Union européenne a quand même réussi à arracher un certain nombre de textes. Et donc on a travaillé sur la gouvernance des entreprises, sur la transparence du reporting, notamment non financier, donc impact climat, biodiversité, etc. On a arraché, et normalement on devrait gagner, parce que le texte sur la gouvernance, il est adopté. J'ai dit, les lobbies sont toujours en embuscade, ils trouvent toujours une manière de revenir après t'embêter quand même si c'est adopté. Hein. Donc là aussi c'est pareil, mais quand même, la loi sur le devoir de vigilance, on devrait réussir à la faire adopter aussi au niveau européen. Elle ira plus loin que la loi française, parce qu'elle concerne toutes les entreprises de plus de 250. J'ai un trou, je regarde Justine qui connaît le texte aussi bien que moi ou presque, mais voilà, de 250 alors qu'en France c'est 5000 salariés. Donc pour vous dire, voilà, on élargit et en plus de ça, on est allé, et là il faut qu'on gagne, mais chercher la précision sur les engagements climatiques, parce que nous on a lancé une action en devoir de vigilance climatique contre Total, mais en fait le juge qui nous répond la semaine prochaine, le 6 juillet, notez dans vos tablettes, il peut très bien décider que comme il n'y a pas écrit climat et accord de Paris dans le texte français, ça peut sauter. Voilà, c'est ça qu'on a essayé de rendre tangible dans le texte qui est encore en cours de négociation. Donc voilà, des textes pour reprendre en main l'économie, pas encore la réencastrer dans les limites planétaires, ce dont on a impérativement besoin, et c'est vraiment la mère de toutes les batailles, mais quand même pour réguler un petit peu l'économie. Et le dernier point, et ça c'était le point sur lequel jamais je penserais arriver à ça en 3 ans et demi, jamais, c'est que le Parlement européen a adopté le 29 mars dernier le fait, on discute aussi avec les États membres, attention, le Parlement, de son côté, la première lecture du Parlement, a adopté à l'unanimité l'inscription de l'écocide dans le droit européen. Donc la reconnaissance des crimes les plus graves contre la nature, mais derrière aussi la reconnaissance des crimes environnementaux autonomes. Alors j'explique juste quand même pour que vous compreniez. Aujourd'hui, quand vous portez atteinte à la vie de quelqu'un, normalement, si la justice marche, vous êtes condamné. Pourquoi ? Parce que l'être humain, il a une valeur. Mais aujourd'hui, dans le droit français comme dans le droit européen, le vivant non humain n'a pas de valeur. Si tu portes atteinte au vivant, tu n'as pas de responsabilité pénale, sauf si tu as bafoué une législation existante. Je vous fais un parallèle, si vous rentrez dans quelqu'un sur la route et que vous le blessez, sans aller jusqu'à le tuer, si vous le blessez, vous allez être responsable, pénalement. Même si vous n'avez pas grillé le feu rouge, même si vous n'avez pas dépassé les limites de vitesse. Mais en tant que conducteur, vous êtes responsable. Si tu renverses un animal ou si tu fais n'importe quoi et que tu n'as pas grillé de feu rouge, que tu n'as pas dépassé les limites de vitesse ou autre, quand c'est le vivant, il n'y a pas de responsabilité pénale.
Voilà. Et donc ça, c'est un saut civilisationnel extrêmement important. Et le Parlement l'a adopté encore une fois à l'unanimité. Je peux vous dire que c'était pas gagné. Et quand j'ai été élue, quasiment personne ne savait ce que le terme écocide voulait dire. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une avancée majeure. Je suis pas sûre qu'on gagne face aux États membres, surtout qu'ils tombent de plus en plus à droite, extrême droite. Donc ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que le temps passe. Mais en tout cas, on est déter et le Parlement tient hyper unis sur cette question-là et on ne bougera pas tant qu'ils ne nous le donnent pas. Donc s'il faut attendre 10 ans, on attendra. Mais en tout cas, on est déter à se battre pour que ce soit inscrit dans ce texte-là. Merci. Comment ? Sur la concentration des médias. Ah oui, j'ai dit le droit de la concurrence, mais ça n'a pas marché. D'accord. Ah non, est-ce que sur les questions de Nicolas, vous avez des éléments de réponse Amine, vas-y. Tu voulais, Non, mais vas-y. Peut-être tu reviens un truc à terre en plus, mais peut-être pas. Ouais. Non, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que effectivement, la transparence, ça peut déjà être un premier pas et un moyen d'action. Moi, je pense que quand on met des chiffres, quand on explique concrètement ce qui se passe, c'est déjà une première étape. Mais surtout, ce qu'il faut faire, et Justine l'a dit tout à l'heure, c'est faire rencontrer les actrices et les acteurs de l'écologie avec justement les actrices et les acteurs du monde populaire, des quartiers populaires, etc. Et au-delà de les faire rencontrer, je pense qu'il faut qu'on comprenne dans les deux parties, dans les deux camps, il faut qu'on comprenne que au final, il n'y a pas de parti, que si on veut justement avancer, que si on veut justement triompher, c'est la convergence des luttes qui va faire la différence, c'est la convergence des luttes qui va faire le changement, et que surtout si on doit apporter des questions populaires, il faut prendre en considération l'impact environnemental, il faut prendre en considération l'impact écologique, et que vice-versa, dès qu'on prend des décisions environnementales et écologiques, il faut aussi mesurer l'impact social, l'impact sur les gens les plus précaires, et au-delà d'aider les gens dans les quartiers populaires à s'organiser ou à faire quoi que ce soit, je pense qu'il faut aussi les écouter, il faut aussi nous écouter et comprendre que la lutte, que l'objectif c'est le même au final, c'est que les gens vivent mieux et dans un monde plus sain, et pour ça je pense que la convergence des luttes c'est vraiment la meilleure des réponses. Tu veux compléter? Non, mais qu'effectivement, enfin oui, du coup. Non, mais du coup, ça me fait penser au fait que rien que par rapport au côté répression policière vis-à-vis du mouvement écologiste, je sais qu'il ne date pas de là, il y a quelques mois, quelques années, que c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais d'une certaine manière, les gens dans le mouvement climat qui ont été le moins surpris de ce tournant, c'est ceux qui étaient le plus proches de... soit qui venaient de quartiers populaires, soit de cette volonté de créer une écologie populaire, dans le fait de dire, en fait, ça fait des années que la police se comporte comme ça, dans plein de secteurs où ça la dérange, vis-à-vis de gens qui la dérangent, ou qu'elle ne considère plus, ou qu'elle a envie de mettre, littéralement ou non, au banc des débats publics et au banc de la société, et marginaliser ce que ces gens portent, soit comme constat d'abandon de l'État, soit d'inaction climatique. Et donc, effectivement, même aller sur les combats d'autres mouvements qui nous paraissent importants, même si au départ on se dit c'est pas tout à fait mon combat, on peut se rendre compte très rapidement qu'en fait les choses sont liées, et que soit on peut anticiper des coups bas pour notre propre mouvement social, soit probablement essayer de trouver des solutions en partant de l'expérience de gens qui l'ont vécu différemment ou déjà vécu dans les mêmes conditions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Nicolas, c'est ça, hein? Ouais. Pour moi, en fait, la règle, si c'est ce que tu as envie de porter, si c'est ce vers quoi tu as envie d'aller, quoi, c'est juste d'y aller, et, enfin, comme l'a dit Amine un peu, c'est d'aller à la rencontre d'eux. Et de le faire sans se positionner comme le sauveur, ça vraiment, c'est ce qu'il y a de pire. Sans dire je vais vous apporter les solutions, etc. Mais juste d'aller à la rencontre d'eux. Et voilà, et ça, on peut toutes et tous le faire dans notre militantisme, quoi. Et je pense que c'est ça le préalable. Et voilà, comment est-ce qu'il y a des endroits où on arrive à aider, des endroits où on n'arrive pas à aider, mais juste le fait d'être là, ça aide déjà quand même. Et comment est-ce qu'on peut mettre en lien aussi des combats entre eux, parce que parfois on fait juste le rôle de passeur et puis ça suffit, quoi. Mais c'est vraiment une question de volonté et de posture dans le militantisme. C'est vrai que
voilà, pour certaines, pour certains, quand on vient chez ELV, on se dit bon bah c'est cool, je vais aller distribuer les tracts et ça nous suffit, ça nous satisfait. Mais il y a plein d'autres manières de faire et si c'est ça voilà, qui t'anime, enfin faut y aller quoi. On reprend peut-être 2 ou 3 questions. Il y avait une question là-bas. Ici. C'est pas du tout d'une évidence de se dire d'abord comment provoquer cette rencontre, parce que on peut toujours s'y promener, mais on va pas forcément rencontrer, parce que les personnes sont quand même très occupées aussi. Et ce que je veux dire, c'est que il faut les créer, ces espaces de rencontre. Enfin, il faut les provoquer. Voilà, parce qu'ils vont pas venir tout seuls. Moi, je peux décider que je vais aller dans un quartier populaire. Je pense qu'il va pas se passer grand-chose. Donc, c'est pas comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être aussi comment voilà, des personnes vont décider que ce jour-là, oui, il y a un espace qui va être celui de la rencontre, l'annoncer, le prévoir, et que ça s'organise. Ça s'organise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit juste des mots, il faut des prises de décision et d'aller sur leur lieu, et chose qu'on ne fait pas vraiment, hein. On est quand même, voilà, sortir de l'entre-soi, et c'est réciproque. Il faut aussi que les personnes aient envie qu'on vienne chez elles. Et ça se discute avant, voilà. C'est pas, je me dis que c'est pas non plus d'une grande simplicité, mais c'est par contre important. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à articuler du contentieux climatique ou écologique national contre l'État, contre des multinationales, avec des contentieux très locaux contre des projets d'aménagement, des projets d'équipement, d'élevage intensif par exemple, ou d'incinérateurs? Est-ce qu'il y a des partages de ressources, que ce soit financières, des ressources juridiques, en matière de raisonnement? Est-ce que vous êtes en contact avec cet écosystème un petit peu d'associations locales? Je me suis intéressé à la montée en puissance d'Europe Écologie Les Verts depuis quelques années, et au bon résultat récent municipal. Et en étudiant l'actualité du parti, je voyais qu'il y avait une réflexion autour des moyens de gagner en confiance, de convaincre davantage, et notamment au niveau national. Et il me semble que ce qu'il manque pour convaincre et passer au niveau national, c'est le rapport à la religion. Parce que gauche et extrême gauche, droite et extrême droite ont un positionnement assez clair sur ce sujet. Et l'écologie, qui est un peu transpartisan, enfin qui est reliée à la gauche, mais qui est un peu à part, a peut-être mené une conférence à des états généraux sur cette question. L'écologie et le fait religieux pourrait être un... Oui, j'ai beaucoup travaillé sur la question. Et voilà, je pense que ça pourrait être un moteur. Pour rebondir, il ne faut pas forcément non plus organiser un rendez-vous quartier nord, quartier sud, on se rencontre speed dating, c'est ça? Non, on va pas peut-être pas faire ça, mais en tout cas nous par exemple on organise des fêtes de quartier. Là l'été on fait des projections de films à Marseille où il y a 3 temps de cinéma en plein air. On a des locaux qui sont plutôt chouettes dans les quartiers. C'est une vieille école qui a été abandonnée pendant des années, donc on l'a récupérée et on a une grande cour, et cet été on fait des programmations où on va permettre justement à des gens de venir, de passer une soirée et de pouvoir regarder un film en plein air. Et à ces actions-là, nous, on essaie à chaque fois d'associer justement soit des mouvements politiques, donc d'inviter les militants, notamment de ELV à Marseille, ou d'inviter des associations des quartiers sud, des associations qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec nous, et donc de faire rencontrer les gens. Et je pense que rien que ça, c'est déjà une première action, que de se rencontrer, de comprendre. Et nous, c'est ce qu'on prend dans
la mixité sociale, et je pense que c'est un point que les partis politiques n'abordent plus beaucoup. La mixité sociale, c'est pas, et je vais être très cru et je vais parler un peu comme un Marseillais, c'est pas prendre des blancs et prendre des gens des quartiers sud, les ramener dans les quartiers nord et dire vous allez éduquer tout le monde. La mixité sociale, c'est pas ça, c'est permettre à des gens des quartiers sud, des gens des quartiers nord. Il faut aussi qu'on arrive à un moment à supprimer ces étiquettes quartier sud, quartier nord. Nous on dit qu'on est des Marseillaises et des Marseillais, avant d'être français on est Marseillaises et Marseillais. Et donc il faut un peu se battre contre ça, mais il faut surtout comprendre que le fait de discuter avec des gens qui n'ont pas forcément, et c'est pas un reproche, qui n'ont pas forcément le même mode de vie que nous, qui n'ont pas forcément les mêmes préoccupations, les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes goûts, les mêmes loisirs, les mêmes habitudes, ça nous permet à nous de réfléchir, de se grandir et de se dépasser aussi soi-même, de se dire que au final la vie elle se résume pas qu'à notre quartier, elle se résume pas qu'à ce qu'on nous a prédestiné à vivre, et qu'au contraire on peut sortir, on peut découvrir et on peut apprendre un tas de choses juste en rencontrant des gens qui habitent à 1 kilomètre de chez soi et un peu moins. Donc je pense qu'il y a tout un tas d'actions. On peut se retrouver autour de maraudes par exemple. Nous, plein de fois, on a vu des gens qui ne vivent pas forcément les quartiers, qui sont venus à des maraudes qu'on a lancées. Et si, je suppose que les assos des quartiers populaires de Paris lancent beaucoup d'appels. Si vous y êtes intéressé, ça peut être l'occasion d'aller leur prêter main forte et en même temps de prendre le temps de parler et d'échanger avec eux. Ouais, et si du coup tu cherches quelque chose à Paris, au-delà effectivement juste d'aller, effectivement c'est quand ça je disais quand j'ai monté sur d'autres combats, c'est aussi ça, c'est-à-dire aller sur une question qui n'a rien à voir avec l'écologie, mais on a la chance en banlieue parisienne d'avoir un des premiers lieux ou des seuls lieux en France qui est vraiment un espace qui est dédié à cette expérimentation, de dire le mouvement climat, le mouvement social et l'écologie populaire, comment elle se construit, à Verdragon, à Bagnolet. Et ça, du coup, rien qu'en regardant la programmation, là, du coup, il y aura plus cette volonté d'expérimentation, de co-création de ce que ça veut dire l'écologie populaire. Sur le côté local, complètement. Moi, je ne suis pas du tout sur cette partie-là des activités de notre affaire à tous, mais ma collègue Céline s'occupe justement du lien avec tout un tas de contentieux qu'on appelle des recours locaux et qui finalement sont même un meilleur exemple de ce que j'expliquais tout à l'heure dans l'imbrication du social, de l'écologie et du démocratique. C'est que souvent la lutte contre les projets imposés et polluants sur le territoire français, elle vient au départ, je crois qu'il y a eu des sondages un peu qui ont été faits, où la première réponse de pourquoi vous êtes engagé dans cette lutte qui mêle social, économie, etc., c'est le déni de démocratie. C'est-à-dire on était en train de nous imposer un projet qui allait être néfaste pour le territoire sur plein d'aspects, qui n'avait pas, qui était vraiment imposé. On nous a encore une fois jamais demandé si c'était pertinent, si on aurait choisi ce projet-là, si on n'aurait pas mis notre argent public ailleurs. Et donc, effectivement, nous, on a toute cette composante recours locaux. Après, chaque projet est un projet... J'ai l'impression que l'affaire du siècle, c'est plus compliqué qu'un projet au niveau local, pas forcément. Ça demande autant de temps, etc. Donc, c'est forcément quelque chose qu'on fait dans un écosystème où il y a plein d'autres associations qui le font aussi. Et nous, on le fait en participant, mais on n'arrivera jamais à couvrir forcément tous les projets. Donc, c'est une collaboration. Et juste pour rebondir sur le côté interconfessionnel, ça existe déjà beaucoup dans le mouvement climat. Il y a tout un pan comme ça de représentants des différentes confessions religieuses qui ont décidé de s'associer ensemble et d'essayer de porter d'une seule voix ce que ça veut dire d'avoir la foi, d'être religieux et de considérer que du coup ça nous implique en tant qu'être humain d'être écologiste, etc. C'est des gens qui sont en vrai qui sont assez vocaux sur des projets. Des théologiens, des spécialistes des textes davantage que des représentants. Les représentants sont souvent censés être des spécialistes des textes, non? Aussi, c'est l'activité du quotidien, il y a les activités caritatives, il y a le social qui joue une part importante dans ce que c'est que d'être un représentant. En tout cas, c'était pas pour dire que j'étais experte de la question, c'était plus pour dire que je trouve qu'effectivement c'est une piste qui est intéressante. Rien que pour un exemple, c'est que quand je parle avec des gens de ma famille de droite qui sont vraiment très très éloignés des questions sociales et écologistes, un des arguments qui fait que j'arrive à leur faire dire que leur comportement n'est pas tout à fait aligné avec leurs valeurs, c'est via des considérations religieuses. De dire tu ne traiterais pas les gens qui vivent à côté de chez toi comme ça, par contre tu acceptes de manger ou de te vêtir avec des choses
qui ont un impact considérable sur les gens à l'autre bout de la planète. Et donc ça peut être, encore une fois, une manière de se connaître en tant qu'être humain et de voir ce qui nous motive. Et si c'est des combats qui sont aussi nécessaires, aussi englobants, finalement, peu importe l'apport d'entrée, si on est un peu honnête sur le chemin, on arrivera toujours finalement un peu à la même point de départ. Le pape François aussi a écrit un certain nombre de textes, a pris un certain nombre de positions. C'est pour ça que je dis que c'est pas du tout anecdotique comme réflexion. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se posent la même question. Peut-être donner la parole à Marie avant que Dan conclue la séquence. Marie, je ne sais pas si sur ces points-là, sur les 3 points là qui ont été exposés, il y a des choses à ajouter à tes caméras. Je pourrais ajouter plein de choses. Comment dire je crois... Je reviens à la question de Nicolas et je dézoome pour sortir de la réponse individuelle à la réponse globale, y compris en tant que mouvement politique. Les écolos, ils sont nés dans les années 60-70, parce que moi du coup j'étais pas encore née, mais voilà, dans une opposition tant au consumérisme qu'au nucléaire, qu'à la pub qui va avec le consumérisme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en Europe, on est le continent sur lequel on a disjoint vraiment les questions environnementales et sociales, et d'ailleurs aussi les questions spirituelles. Mais on a vraiment distingué ces enjeux-là. On a été, là je dis on parce que c'est notre histoire et notre legs, on a défriché et on a été pionnier du défrichage d'un certain nombre de sujets, de l'opposition à la croissance, au productivisme qui a longtemps duré, et y compris à gauche. Et je suis vraiment heureuse de voir qu'aujourd'hui ça bouge, et ça bouge beaucoup plus chez nous que dans les pays voisins, je veux le dire aussi, et donc il faut qu'on en soit fiers aussi, parce que ça fait aussi partie de notre legs et de ce qu'on a obtenu pour faire bouger les lignes. Mais pour beaucoup de gens, soit c'est du hyper local. Je regarde Justine, non pas en l'accusant de quoi que ce soit, mais parce qu'elle vient de parler de recours locaux. Soit c'est du très local, on va défendre le jardin d'à côté, on va se battre contre l'usine polluante d'à côté, etc. Soit c'est du hyper global. Et donc c'est assez théorique, parce que finalement, en fait, le climat, tant qu'on n'en ressent pas les effets, on commence à tous les ressentir, donc ça va devenir autre chose, mais ça reste quelque chose de théorique. Quand je parle de limites planétaires dépassées, ça reste relativement théorique et abstrait, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a un mouvement à faire, un bouger à faire en tant que parti, qui est celui d'aller vraiment se positionner et de prioriser les combats qui associent tout. Et donc les questions sociales, environnementales et démocratiques, comme l'a dit Justine. Et je pense que c'est là où à la fois on peut avoir une plus-value dans les combats qui sont portés, en se mettant au service d'eux, pas en les accaparant, en se mettant au service d'eux, mais aussi qu'on peut montrer le monde qu'on veut voir advenir. Et je dis ça a fortiori parce que dans le paysage des extrêmes droites européennes, on a une particularité française depuis 3 mois. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Rassemblement national a décidé de dire qu'eux, ils étaient écolos. Et donc, ils font des conventions sur l'écologie. Et donc, Jordan Bardella se ramène dans tous les débats environnementaux en plénière pour faire son petit pitch. Parfois, il dit des textes qu'on aurait pu dire aussi, juste les textes. Alors, ils ne mettent pas les mêmes choses derrière, mais voilà. De ce que j'entends, les élus locaux se sont tous mis au vélo ou au vélo électrique, et qu'ils font des énormes tracts, notamment les jeunes, avec écrit nature dessus, en gros, etc. C'est une spécificité parce que dans tous les autres pays européens, ils ont dit la nature c'est affreux, on y va, de toute façon, tous ces affreux écolos, tout ça, et pas que sur les éoliennes, quoi, surtout. Bon. Donc on a cette spécificité-là. La seule manière dont on peut vraiment battre la bataille culturelle contre eux, à mon sens, et il faut absolument la mener, et ça va de soi, c'est en rejetant toutes les politiques environnementales qui sont injustes. Et il faut arrêter de penser, après on change les termes, il faut changer les termes, il faut arrêter de penser que les politiques environnementales n'ont pas fait office d'écologie punitive. Parce que c'est pas vrai. Parce que la taxe carbone, pas telle que nous on l'avait promue, mais telle qu'elle a été adoptée et mise en œuvre, elle était injuste. Parce qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui montrent que les projets de protection de la biodiversité, et bien souvent ils sont injustes et qu'il faut reposer les efforts sur les mêmes. Et je peux revenir dans le Val d'Oise, pardon, j'y reviens beaucoup, mais voilà, je sais pas si c'est mon truc de ce soir. Du côté de la Patte d'Oie d'Herblay, il y a des migrants qui se sont installés et qu'on essaye de virer. Et l'un des arguments qui est soulevé par la ville pour pouvoir les dégager, c'est de dire quoi ? C'est de dire, mais je veux faire un espace naturel protégé. Et donc, nous, notre travail,
c'est d'aller pointer du doigt ces politiques supposément environnementales quand elles sont injustes, et au contraire de construire avec. Et ça demande aussi un gros bouger, parce que comme on a longtemps eu raison tout seul contre tous, du coup on a cette habitude-là. Mais aujourd'hui, il y a des tas de gens qui pensent comme nous en réalité et qui mènent des combats qui pourraient tout à fait être les nôtres. Et donc de construire avec, là où ça fait sens et où on a cette conjonction de la justice, voilà, du social, de l'environnemental, de la démocratie et donc de la justice. Voilà. Ça demande quand même un travail, ça demande un bouger, ça demande de changer nos pratiques, nos manières de faire, nos manières de parler, nos manières d'organiser nos conseils fédéraux, de prendre nos décisions, de choisir nos représentantes et nos représentants. Voilà, ça demande de tout changer. C'est bien, mais de toute façon, on veut changer toute la société, donc on peut commencer par nous, ce sera déjà un bon exercice. Et voilà, mais on peut vraiment le faire. Et je pense que si on fait ça, par ailleurs, on a tous les espoirs de pouvoir l'emporter encore suffisamment vite pour éviter que ça tourne vraiment à la pire des catastrophes. Voilà, et encore merci de votre invite. Dan, depuis qu'il est à son poste, il a fait énormément de choses, notamment avec notre affaire à tous. Et donc je voulais juste dire que c'était vraiment chouette. Voilà. Et donc remercier Dan au passage devant tout le monde. Je te remercie aussi. Merci beaucoup à ELV Paris d'avoir pensé à m'inviter pour témoigner. Je suis très impressionné par ce que j'ai entendu là. Et je voudrais saluer le travail que fait Marie en tant que députée européenne, que je connaissais d'avant. Évidemment, la pétition dont elle a parlé et qu'elle a portée avec beaucoup de brio, et je pense qu'elle a contribué à renverser la donne du rapport de force qu'on doit mettre pour faire avancer la cause. Donc bravo. Très impressionné par les actions de notre affaire à tous. Je vais en parler dans quelques instants puisqu'on a rejoint un recours porté par notre affaire à tous avec la ville de New York contre Total. Et tous les efforts qu'on fait pour l'adaptation au changement climatique sur le territoire parisien, l'atténuation, etc., ils sont en fait ruinés si des entreprises comme Total Energy et les autres compagnies pétrolières continuent d'investir dans des nouveaux projets d'énergie fossile. Et ce que peut apporter une ville, c'est son poids, et on l'a fait avec New York, sur proposition de notre affaire à tous, pour, sur la base du devoir de vigilance, etc., contraindre finalement, rendre opposable d'une certaine manière l'accord de Paris sur le climat à une grande entreprise comme Total, les obliger à s'aligner et donc à renoncer à un certain nombre d'investissements. Moi, je suis élu du 19e arrondissement et je suis chez les écolos depuis maintenant trop longtemps, mais depuis 2002. J'étais chez les Verts en 2002. Et je voudrais raconter, en t'écoutant sur ce que tu as raconté sur ton combat sur Marseille, le 19e arrondissement, c'est l'arrondissement le plus populaire de Paris. C'est 190 000 habitants et c'est l'arrondissement aussi le plus jeune, où il y a le plus de jeunes à Paris, en moyenne. Moi, quand je suis arrivé, j'ai rejoint les écolos dans le 19e qui se battaient contre le saturnisme dans les immeubles. Le saturnisme, c'est la maladie qui est liée aux peintures au plomb dans les immeubles qui sont des taudis. Et personne n'en avait rien à faire parce que dans ces immeubles habitaient en général des familles sans papier africaines. Et on a mené la bagarre avec les gens qui habitaient là. C'est une maladie qui est extrêmement invalidante pour les enfants, qui fait des handicaps majeurs, psychomoteurs, etc. Donc très très lourde à porter pour les familles. Et on a révélé avec les militants écolos du 19e arrondissement et les associations d'ailleurs de quartier les adresses du saturnisme, c'est-à-dire les adresses qui étaient des taudis. Personne ne voulait le dire, aucun élu ne voulait en parler parce qu'on n'assumait pas le fait que notre politique d'insalubrité organisée créait des maladies pour des familles, pour des enfants, des familles dont voilà, qui n'avaient pas de droit ni titre, etc. On a mené ce combat et on ne l'a pas mené à la place des gens, on l'a mené avec les gens, on l'a mené en tant que militant de gauche, associatif, militant politique, etc. Et ce que ça a produit, c'est qu'on a sorti de l'insalubrité 1000 immeubles à Paris. 1000 immeubles à Paris, et que l'ensemble des personnes qui ont dû être relogées l'ont été, y compris les familles sans papier, sur le territoire parisien. On ne les a pas envoyées, je ne sais pas où, etc. Donc ça a été une grande victoire des écologistes, des associations, de ces familles, de ces habitants, etc. C'est là où on voit l'articulation qu'il peut y avoir entre... Il y a eu aussi beaucoup de combats juridiques. Il y a eu l'association des familles victimes du saturnisme, l'AFVS, qui a fait des recours pour les indemnisations pour ces enfants, voilà, qui vont vivre toute leur vie avec un handicap qui est lié à cette maladie-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est la bonne articulation, à mon sens,
entre le combat politique, le combat associatif et des politiques publiques qui se mettent à la hauteur des enjeux de santé publique, etc. Donc on a eu, je vais la raconter parce que en termes d'écologie populaire, on parlait d'écologie populaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des questions de santé publique, c'est des questions de santé environnementale, c'est gagner pour ces familles-là, et donc pour nous ça a été une grande fierté d'y arriver. Moi je suis en charge à Paris, notamment du plan climat, de l'eau et de l'énergie, et on va adopter notre futur plan climat à Parisien 2024-2030 là à l'automne au Conseil de Paris. Ce plan climat, c'est largement un plan de lutte contre les inégalités sociales et environnementales. En tout cas, avec le groupe écologiste, c'est ce qu'on a souhaité inscrire au cœur de la bataille, on va dire, sur les enjeux climatiques, sur les enjeux d'urgence sociale, etc. Ce sera un plan de protection notamment des plus fragiles à Paris, qui sont souvent les plus précaires. Et donc, on va mettre beaucoup de choses pour essayer de lutter, de réduire les inégalités sociales et environnementales. Je vais prendre un exemple d'inégalité sociale. Moi, dans mon arrondissement, dans le 19e arrondissement, il y a plus 25% d'asthme pour les enfants qui vivent à côté du périphérique et qui vont d'ailleurs à l'école et au collège à côté du périphérique. Plus 25% d'asthme dans nos quartiers, on va dire, dans nos quartiers. Voilà, disons-le comme ça. Donc, c'est aussi à ce titre-là qu'il faut qu'on obtienne la transformation du périphérique, les voies de covoiturage, qu'il faut que les recours pour l'inaction de l'État dans le plan de protection de l'atmosphère qui est sous l'égide de l'État qu'on continue à faire ces recours. L'État a été condamné parce que les mesures qui sont présentes dans ces plans qui sont faits par l'État sont insuffisantes et on a toujours des personnes qu'on dit surexposées à la pollution de l'air. Et quand on parle, moi j'aime bien dire des enfants surexposés à la pollution de l'air qui ont plus 25% d'asthme au bord du périphérique. Comme ça, c'est plus concret et ça souligne plus l'urgence et l'inaction de l'État. Donc par exemple, ça dans le plan climat, c'est un plan climat air, énergie territoriale. Il y aura aussi des actions sur le périphérique, des actions de transformation, des actions d'éviter la circulation de transit, d'éviter de sortir du diesel, etc. Donc c'est des actions qui sont très importantes et très concrètes, qui ont des enjeux immédiats en termes de santé publique pour ces familles-là et pour nous en tant qu'élus représentants de ces quartiers-là. Donc c'est pour lutter contre ces inégalités qu'on agit. L'enjeu, dans ce plan climat, c'est de faire de Paris une ville qui reste vivable, habitable et respirable pour tous et toutes. C'est assez simple, dans les prochaines années, Paris est déjà exposé au réchauffement climatique, plus 2,3 degrés de réchauffement à Paris, par rapport à 1,7 degré au niveau national, par rapport à plus 1,1 degré au niveau mondial. C'est normal, l'hémisphère nord se réchauffe plus vite, etc. On se prépare à des pics de chaleur à 50 degrés, et donc il faut à la fois dire les responsabilités, et c'est ce qu'on fait dans les recours contre Total, avec New York, etc., notre affaire à tous. Et encore une fois, je salue l'action de cette association qui est vraiment hyper importante pour changer la donne, pour renverser le rapport de force, etc. Je leur passerai le mot. Merci Mélanie, je suis sûr que tu vas le faire. Et puis, avoir des actions qui sont très fortes pour mieux protéger, je dirais les Parisiens. Donc, sur les conséquences du changement climatique à Paris, elles sont évidentes. Enfin, on a tous vécu le dernier été, on commence à le voir aussi sur cet été. Il y a aussi toutes les questions qui sont liées à l'eau, et qui est une ressource vitale, qui est un bien commun et qu'on défend comme ça à Paris. Moi, je suis président d'Eau de Paris, donc la régie 100% publique de l'eau à Paris. Et on a signé une pétition avec beaucoup de villes écolos et beaucoup de présidents de régies publiques écolos, et pas que écolos, mais essentiellement à 95%, pour dire qu'on demande l'interdiction des pesticides sur les zones de captage d'eau en France pour éviter la contamination, la pollution de l'eau. Et je sais que, j'ai vu, je me tourne à nouveau vers Marie parce que j'ai vu ce que tu fais au niveau des pesticides avec Benoît Biteau et tout ce que vous faites au Parlement européen, c'est essentiel, c'est hyper important. On a besoin de cette articulation entre nous pour y arriver.
Donc on demande l'interdiction, la sanctuarisation des zones de captage. C'est-à-dire qu'on arrête de mettre des pesticides, des nitrates, des engrais, parce que derrière, ça veut dire une eau polluée, ça veut dire une ressource en eau voilà, dont la qualité est dégradée. Et il y a toujours des gens comme, par exemple, le CEDIF et Veolia, qui vont nous proposer le dernier cri en matière de technologie de traitement, avec un impact massif environnemental, un impact énergétique, tout redéverser dans la Seine, etc., repolluer finalement nos fleuves, et des traitements qui sont extrêmement chers et qui représentent des milliards d'euros que des collectivités comme Paris peuvent encore peut-être se dire on va pouvoir investir, mais que 80% des collectivités en France ne pourront pas se payer. Donc on aura une eau à 2 vitesses, alors qu'on devrait se préoccuper de la prévention à la source. Haute-Paris, on aide des agriculteurs à passer au bio sur nos zones de captage, et on les aide à réduire les pesticides, les nitrates, etc. Et c'est le meilleur traitement, c'est la prévention à la source des pollutions, et c'est d'aider ces agriculteurs à... Donc voilà ce qu'on peut faire au niveau d'une ville comme Paris, quand on s'intéresse aux enjeux autour de l'eau, aux enjeux autour de la pollution de l'air. On pourrait parler de la pollution sonore, on pourrait parler de la pollution des sols. Il y a encore beaucoup d'autres choses à... Mais je voulais donner ces quelques exemples à partir aussi d'une histoire qui m'a concerné en tant que militant dans le 19e arrondissement. Avant, j'ai fait d'autres choses contre l'extrême droite. J'étais syndicaliste étudiant à la fac, et j'étais dans une fac où l'extrême droite était reine. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que nos histoires de militance, de militants associatifs, et après de militants politiques, quand on passe à l'action politique, elles se complètent, et quand on voit la répression qui s'abat à la fois sur le mouvement social, sur les militants écolos, la violence des réactions qu'on a en face, et Sainte-Soline en est quand même un exemple délirant, je pense qu'on a besoin voilà, de se renforcer collectivement, et tu parlais de convergence des luttes, des mouvements, etc. Mais c'est vraiment là-dessus. Et le droit est une arme extrêmement puissante, et il faut qu'on puisse voilà, continuer à l'utiliser, que ce soit au niveau local, au niveau européen, au niveau international, et comme ça on pourra espérer éviter ce que tu disais Marie, la pire des catastrophes et l'emballement au niveau du climat. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus. En tout cas, merci pour vos questions, vos interventions et vos implications aussi au quotidien par toutes vos activités, aussi diverses soient-elles. On se retrouve à la rentrée avec un nouveau ou nouvelle eurodéputé. A priori, ce sera Yannick Jadot sur le bilan de 3 mandats. Ça, il ne sera pas déjà sénateur. En espérant que ça précède son élection au Sénat. Et puis on continuera voilà, les mois suivants sur, par exemple, les mobilités avec Karima Delli ou voilà, enfin, différentes politiques publiques. En tout cas, un grand merci à vous. Un grand merci à Frédéric du coup, pour la captation.